Bonjour les Dimos. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre petite pause dev. Bienvenue. Et donc aujourd'hui on va continuer sur Rehost, on va continuer à mettre en place notre système de gestion des images éphémères pour notre petit site d'hébergement de photos. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Et comme hier, on s'était arrêté sur la partie, on s'était arrêté sur le bac. On avait prévu notre petite moulinette là, mais qu'on peut pas encore tester parce qu'on ne peut pas encore uploader d'images éphémères. Aujourd'hui, je vous propose qu'on démarre tranquillement par la partie front, c'est-à-dire on va aller modifier le formulaire d'enregistrement des images dans l'application Rehost pour permettre aux utilisateurs tout simplement de choisir le type d'image qu'ils veulent sauvegarder. Est-ce que c'est une image éphémère ou pas? Ok. Donc, euh, donc c'est ça le programme du jour. On va essayer de faire ça. Ouais, on va essayer de pas trop dépasser le créneau. Et puis on va essayer de démarrer déjà le plus rapidement possible. Et surtout, on va essayer de compiler et de vérifier que l'actuel build compile quoi. Parce que ça fait un moment que j'ai pas envoyé de build sur l'intégration continue et on va commencer à avoir une problématique de version là. On va commencer à vraiment avoir un gros décalage avec donc tout autant de risques de régression. Donc, sans plus de blabla, c'est parti. On y va, on y va. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Est-ce qu'il y a eu d'autres modifs en hors de ma volonté? Non, of course, mais bon, ça vaut le coup de checker quand même. Okidoki, donc on était pour rappel sur le formulaire d'enregistrement que je vais mettre, oui, merci monsieur Defender que j'ai oublié de fermer et plutôt de mettre en silencieux. Voilà. Du coup, oui, on va aller sur Rehost et je vais vous montrer. On va se rafraîchir la mémoire. On est sur le formulaire d'upload d'une photo. Donc ici, on est en mode non connecté, mais voilà ce que ça donne en mode connecté, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà. En mode connecté, ici, on a déjà, c'est pas le même thème, mais c'est le même écran, hein. En mode connecté, on a donc des inputs ici, hein. On peut sélectionner l'album dans lequel on veut sauvegarder la photo, on veut checker si on veut pouvoir choisir si c'est une photo privée ou pas. Est-ce que mon micro est branché? Oui, ça aurait été un peu triste. Et est-ce qu'on veut recevoir les liens par mail? Voilà. Tout ça, c'est des fonctionnalités qui n'existent que pour les personnes qui sont connectées à l'application. Voilà. Là, je les ai pas, par exemple, mais c'est le même formulaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette nouvelle input qu'on va rajouter, nous, dans le cadre du développement des images éphémères, on veut que ce soit disponible pour tout le monde, pas que pour les personnages, pas que pour les personnes enregistrées. Voilà. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut que je me mette dans le cas où, hop, là je suis authentifié. Si j'ai un compte vérifié, on s'en fout totalement. Else. Donc ça, c'est pas dans le else en fait qu'il faut se mettre. C'est plutôt select album ID. Eh, attends une minute. Ça, c'est ce que j'ai modifié hier. On est d'accord, hein. Si je prends la dernière version, normalement dans le gros if là, if be auth. C'est le stockage, ouais. Il n'y a pas de else. Ouais, c'est ça, le else, on l'a rajouté ensemble hier. Ok. Et bah donc c'est pas une bonne idée le else, parce que ça veut dire que si je mets un truc dans le else là, ça veut dire qu'il apparaîtra que pour les gens qui ne sont pas authentifiés. Donc ça dégage, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rajouter en dessous. Comme ça, il sera disponible pour tout le monde, enregistré ou pas. Logué. Quand je dis enregistré, c'est personnage. C'est personnage. Faut que j'arrête avec mes personnages, moi. Ça veut dire, c'est pas, ça veut dire utilisateur. Utilisateur enregistré ou pas. Ok. Okidoki. Bon, alors, cette vue, elle est typée. Hein. Cette vue là, elle est typée. Elle doit être typée à un host view model, quelque chose comme ça. Host view model, exactement. Le mec qui a aucune imagination. Et donc dans ce modèle de vue, dans ce view model donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une liste d'albums, ouais, ça c'est pour les utilisateurs connectés, on trouve les checkbox, on trouve les labels qui vont avec, ok, super, moi ça me va très bien. Ce qu'on va rajouter donc, ça va être ici, on va rajouter, hop, on va rajouter une liste, comment on l'appelle? Je crois qu'on avait fait un type en base exprès pour, est-ce que je l'ai importé? Je me rappelle même plus si je l'ai mis dans mon EDMX. Oui, je l'ai mis dans le EDMX, donc il doit y être. Et je l'ai appelé Expiry Type, je crois, un truc comme ça. Expiry Type, mais voilà. C'est formidable, les gars.
Il a tout prévu ce Dib. Sélectionnez. Alors on va mettre un petit nom un peu up. Choisissez. Mais c'est pas vrai Windows Defender, vas-tu me foutre la paix? Je sais qu'il ne détecte aucune menace, laisse-moi tranquille. Choisissez la durée de vie de l'image. Ouais, c'est beau ça, c'est français, ça se comprend. Choisissez. Ouais, durée de vie de l'image uploadée. Et je pense que je vais faire comme avec l'autre là, comme un des autres items de cette page, je vais y mettre un... c'est dans index de host, je suis déjà perdu, c'est triste. Voilà, il y en a un, j'ai mis un petit tooltip là, pour... voilà, un title. Cochez cette case si vous sautez, blablabla, blablabla. Et bah là, moi je vais rajouter un petit point d'interrogation pour préciser que... pour vous préciser davantage quoi. Durée de vie de l'image. Voilà, on va mettre ça comme ça, point. Et je rajouterai un petit tooltip pour que les utilisateurs comprennent de quoi il s'agit. Et ça sera un int. Ça ici, ça sera ça ici, ça va aboutir à une select box, une combo box, une drop down list pour ceux qui connaissent l'ASP.NET Webform. Ça serait une drop down list. Et ça correspond au selected item de cette drop down. Donc en réalité, là, c'est plus un objet comme ça qu'il faudrait mettre dedans. Mais je pense qu'avec un petit peu de jQuery, je devrais plutôt récupérer l'ID de celui que j'ai sélectionné. Donc je pense qu'on va faire ça comme ça et on va mettre selected expiry type ID. C'est beau, hein? Ok. Donc on y va, on est là, lui, label fort. Ah oui, d'accord, c'est parce que j'utilise ça pour... Ah ouais, ok, je triche un peu. Bon, c'est pas grave. Ok, le texte on est bon. Ok, et là il met ça, modèle fort, drop down list fort. Ok, ok, donc je le map à ça, ça sera donc un int. Et là ça sera modèle point expiry types, ouais. Ok, donc là du coup DMX parce que je me rappelle pas par cœur. Peut-être dans les éléments modifiés je peux le trouver. Il faut que j'aille chercher ça. Voilà. Et il faut que j'aille chercher ça. Voilà, c'est ça. Hop. Oups, pardon, c'est ici. Ok, ça c'est le champ, value, et ça sera le champ label, enfin texte qui s'affiche dans la combo. On va mettre ça. Et ce qui me fait dire que là tel quel, il va forcément mettre 72, enfin 24, 48, 72, il va me manquer l'item non désactivé ou perpétuel quoi. Donc ça veut dire que ça ne peut pas fonctionner. Il faudrait que dans la base de données, soit j'ajoute un item là, soit je l'ajoute. Ouais, je le ferai dans le contrôleur. Ok, pigé. On va en rajouter un à la main qui s'appellera ID type 0 et qui fera un nul. Voilà. Je me comprends, vous me comprenez, tout va bien. Est-ce que j'ai besoin ici de le présélectionner? Je le pense. Ah si, parce que je vais peut-être mettre un setting côté utilisateur pour mettre une valeur par défaut. Comme ça sera tout le temps sur non ou oui. Ouais. Ça c'est la valeur par défaut à cet endroit là. Et du coup je pense qu'on va mettre 0. C'est un int hein, ici. Enfin c'est un int, c'est un object oui parce que forcément là il sait pas. Donc moi je vais mettre 0. Parce que je sais qu'ici je vais avoir des trucs. Ouais. Ça c'est l'ID pour l'exploiter en jQuery. Ok. Ok donc là j'ai rajouté l'item à ma page côté front, j'ai pas encore peuplé. Hein. À ce moment-là, cet objet-là est vide. Ok, on est d'accord. Je l'ai bien mis dans mon view modèle, il est là. Par contre, à aucun moment je le peuple. À aucun moment je lui dis va chercher les expéritables de la base de données et mets-le là-dedans. On est bien d'accord. Ce qui fait qu'à mon avis, au débogage, ça va péter parce que là j'ai imposé 0 alors qu'il n'y a rien dans la liste. Mais bon, on va essayer. On est des fous. On va essayer de le compiler et on va essayer de le lancer. Commencer à connaître hein, à force. Hein. Toujours pareil, pas de pas à pas, on s'en fout. Allez, on lance, on va bien voir. Ah oui, j'étais en train de me connecter à la base de données. C'est pas bien grave. C'était pour avoir l'écran où il y a ça qui s'affiche. Petit café.
Très important le café, surtout à midi 20. Chargé. Et paf, ça pète. Bien sûr que ça pète. La valeur ne peut pas être nulle. Et oui, parce que moi j'essaie de le binder à ici, à ça. Alors que mon modèle n'est pas nul, d'accord. Par contre, ça c'est nul. Donc du coup, je peux pas le. Il peut pas instancier une select list en prenant une collection qui est nulle. C'est tout à fait normal. Voyons. Qu'est-ce que tu fous? Bon, et ben qu'à cela ne tienne, on y retourne. On va tout de suite dans le contrôleur MVC qui gère cette partie-là. Vous me voyez toujours l'écran de droite? Ouais, parfait. J'ai été chercher ici le contrôleur qui gère l'upload des images. Celui qui a fait appel à cette vue qu'on est en train de modifier, c'est le host controller, méthode index. Web méthode, non on dit pas web méthode, on dit action, c'est ça pour un contrôleur MVC. Action index, donc c'est ici que ça se passe. Effectivement, c'est là qu'il me peuple mon modèle avec des choses dedans. Donc là, typiquement, il va falloir que je fasse quelque chose avec mon modèle.expiry truc. Expiry types, là, voilà. Ça, pour le moment, j'ai pas encore créé de service qui me peuple cette liste-là. Et oui, donc il va falloir que j'aille le faire. C'est parti. Il va falloir que j'aille le faire. Et donc ça se passe, vous vous souvenez, ça se passe dans la dalle. Dans la dalle. Dans la dalle. Et on va. Est-ce qu'on crée un nouveau ou est-ce qu'on se ferait pas un référentiel web, référentiel service pour toutes les tables de référence? Pour le moment, j'en ai pas dans cette application. Et bah tant. Ou alors dans le host, mais non, parce que je pourrais en avoir besoin ailleurs, donc tant pis. Allez, on va se créer un Expiry type service. On n'est pas flemmard. Donc là, les dibos, ce que je suis en train de créer là, est-ce qu'on l'a pas encore fait ensemble? Donc je détaille 5 minutes. Ce que je suis en train de faire là, c'est que je suis en train de créer dans ma couche Data Access Layer, dans ma couche qui va me donner accès à la base de données, qui va me permettre d'exécuter les requêtes SQL sur ma base de données. Je suis en train de rajouter une nouvelle classe, un nouveau service, c'est comme ça qu'on dit. Je suis en train de créer une nouvelle classe qui va aller recenser toutes les requêtes d'accès à la table Expiry Type. Moi, j'ai décidé dans mon architecture ici, j'ai décidé d'éclater toutes mes requêtes dans des classes dédiées pour chaque table de la base de données. En gros, donc je vais avoir un album service qui va aller gérer toutes les entrées-sorties de la table, entrée-sortie, modification, enfin tous les CRUD, ce qu'on appelle les CRUD de la table album. Pareil pour blacklist, error, semi-mauvais exemple, mais on s'en fiche, les mails, pictures, etc. Il est d'usage, quand on utilise une application qui a quelques tables de référence, mais pas beaucoup, typiquement je pense à un site de e-commerce qui va avoir une table de référence qui va être devise, langage, qui va être, je sais pas moi, les constructeurs par exemple. Encore que ça c'est peut-être un contre-exemple, mais voilà. Il est d'usage quand on a une application qui a peu de tables de référence, de créer un service qui s'appelle table référence service, par exemple. Et donc c'est ce service qui va contenir toutes les requêtes, enfin statiques entre guillemets, puisque c'est pas des tables dans lesquelles on interagit tout le temps, mais c'est lui qui va contenir toutes les méthodes d'accès aux données, qui sont principalement que des selects, donc aux tables de référence. Ok. Moi ici, je l'ai pas encore créé parce que c'est la première table de référence que j'ai. Les autres c'est que des tables plus ou moins dynamiques. Je me demandais si je faisais un ref service ou si je faisais un vrai service du nom de la table. On a vu que ici, je vais partir sur la solution de facilité. Je vais créer un Expiry Type Service parce que je pense, je soupçonne fortement que dans Rehost, ce sera la seule et unique table de référence que je vais avoir. Je pense. La plupart des autres combo box, c'est des oui ou non, ou c'est des thème 1, thème 2, thème 3. Bon, c'est pas bien grave. Pour le moment, il n'y a rien de statique dans ma base de données. C'est quasiment que des données dynamiques que j'écris depuis un contexte, depuis, je sais pas moi, une erreur, un mail, une image que je pose, etc., etc., un utilisateur qui se connecte, etc., etc.
Donc pour le moment, je ne pense pas avoir besoin de ça. Si jamais je le dis, info sûre, je le dis, voilà, c'est fait, c'est acté. Si jamais un jour je dois créer d'autres tables de référence pour stocker par exemple, je sais pas moi, des couleurs, des thèmes visuels au cas où je décide d'en mettre plein d'autres, ou des codes postaux, des villes, des adresses, des machins comme ça, à ce moment-là, on va peut-être devoir basculer sur un referential data service, histoire de référencer toutes ces tables de service. Voilà. Ça m'évitera de devoir créer une flopée de services qui contiendront que une ou deux requêtes. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Mais bon, là, on prend le temps, c'est pas grave. En plus, ça permettra de démarrer un truc un peu clean. Donc, on va prendre, comme d'habitude, hein, un développeur c'est feignant. Je vais prendre un truc qui existe déjà. Voilà, hop, hop, hop. Ok. On est là, on est là, on est là. Voilà, comme ça j'ai ma structure toute prête. Expiry type service. Voilà. Vous remarquerez, les Boss, par rapport à ce que je vous ai montré hier dans la vidéo, pas dans la vidéo live, hein, dans la vidéo, dans la vidéo que j'ai, le tuto que je vous ai fait pour Entity Framework en .NET Core sur YouTube là, vous avez peut-être remarqué que dans cette vidéo là, la couche service c'était des classes non statiques. C'est comme ça que ça devrait être fait. C'est très important. Ici, les requêtes SQL que je fais ne contiennent aucune donnée en elles-mêmes. Okay, elles génèrent une requête qui va aller chercher des données depuis la base de données et me les foutre dans une variable ou peu importe. Donc je peux mettre des classes statiques. Le code ici, le code n'a pas d'influence sur les données que je vais modifier. Ok. Maintenant, si Maintenant, bah, c'est ce qui définit une classe statique, hein. Une classe statique, ça veut dire que ça veut dire que je n'ai pas besoin d'instancier cette classe. Je peux simplement accéder à ses propriétés et à ses fonctions, ses méthodes depuis partout sans créer une instance de ma classe. Ok, c'est une seule instance pour tout le cycle de vie de l'application. Et là ici, ça me va puisque c'est là que je vais faire une requête base de données, je l'ouvre, je la ferme et je suis tranquille. Maintenant, dans la version que je vous ai présentée hier avec Entity Framework Core, j'utilisais des classes instanciées, j'utilisais des classes non statiques, hein, tout simplement, parce que j'avais besoin du moteur d'injection de dépendance d'Entity Framework. Et donc, par définition, un moteur d'injection de dépendance, ça veut dire qu'il va aller créer l'instance de l'objet au moment où j'appelle cet objet, sans que j'ai besoin, moi, de faire new machin truc. Donc par définition, ça ne fonctionnera pas avec une classe statique. Voilà pourquoi là j'utilise ça alors qu'hier j'utilisais pas ça. Ok les Dibos, petite nuance. Je me gourre très probablement sur la signification de classe statique. Corrigez-moi, il n'y a aucun problème, corrigez-moi dans les commentaires. Faites-vous plaisir, c'est fait pour. Ok, donc là on a dit que on est revenu, on est bien sur le bon écran, c'est super. On a dit que ça, ce modèle machin, c'est une liste d'expéritifs. Donc il faut que lui il m'envoie il faut qu'il me retourne, et bah tout simplement une liste d'expéritifs. Ça sera mon type de retour. Oui, je veux me connecter au modèle, s'il te plaît. Allez, qu'est-ce que c'est lent ça dans les dernières versions de Visual Studio, c'est affligeant. Ok, type de sortie, boom, res, return res, on est bien. Là, on veut get les expiry tips. Voilà, pas besoin de paramètres, en tout cas pas pour le moment. Ok, boum. Et donc là, ce qu'on veut aller faire, c'est qu'on veut aller, vous voyez la base de données, c'est très bien. On veut aller tout simplement faire ce que je viens de faire d'un clic droit. On veut aller sélectionner toutes les lignes de cette table. Ok? Je pense que vous commencez à comprendre où je veux en venir. On va aller get les lignes de cette table. Pour le moment, je les veux toutes. Hein, donc l'ID 1, le 2, le 3, etc. Et puis on va en ajouter un nous-mêmes à la main. Alors je sais pas si on le fait ici ou si on le fait dans la couche contrôleur, parce que j'ai pas très envie de rajouter du business logic ici. Bon, on va voir. Quoi qu'il en soit, je vous explique. J'ai fait cette petite parenthèse, je vous explique pourquoi juste après. Alors, hop, on va faire un db machin. A priori il y en aura un dans la table, hein, donc il n'y a pas besoin de masquer ça. Et on va faire comme ça, ça il n'y a pas besoin. On va faire un db
ET, parce que Expiry Type, hein, parce que j'ai la flemme, parce que je suis un développeur feignant. ETS, parce que c'est au pluriel. Expiry Type, ouais. Il n'y a pas de where. Select ETS. Un truc qui me paraît important ici, que j'ai pas encore mis en place, je pense que ça va être d'ordonner. Ça va être de les ordonner. Je vous explique après pourquoi. Est-ce que j'ordonne par label? Ouais. Et là. Et là. Et là, et là. Et là, c'est pas le drame parce que... Ah oui, ok, il faut que je le fasse à l'avant. Ouais, ok. Ok, j'ai compris. Var. Ok, et on va faire res égale dbet.toList. Ah bah il a déjà détecté que je voulais en venir. Ok. Petit focus sur ça. Ici, je suis en train d'essayer de récupérer des éléments qui sont destinés, vous m'entendez bien? Ouais, qui vont être destinés à être affichés à une interface utilisateur, à une saisie, à une interaction avec l'utilisateur. Ok. Donc, typiquement, quand je vais sur le site de Noroto pour aller acheter des essuie-glaces pour ma voiture, j'ai envie que Audi s'affiche avant BMW, qui s'affiche avant Cadillac, qui s'affiche avant Dacia, etc. et qu'il s'affiche avant le R de Renault. Ok. Je veux que ce soit classé par ordre alphabétique. Pourquoi? Parce qu'il y en a tellement, potentiellement, dans cette drop-down list, que je n'ai pas envie de tous me les palucher un par un. J'ai envie d'aller rapidement vers les R parce que je sais que ma voiture c'est une Renault, ou je vais aller rapidement vers les je sais pas moi, on s'en fout, vers les P parce que ma voiture c'est une Porsche. Voilà. Je veux pas devoir lire avec attention chacun des items de ma liste parce que dans la base de données c'est fait de manière suivante avec Audi, puis Porsche, puis BMW, puis Ford, puis Acura, enfin voilà. Ok les gars, et donc ça c'est super important de toujours ordonner tout ce qui est destiné au front, à l'utilisateur. Donc c'est pas le cas des autres services. Je le fais pas souvent ça. Typiquement, alors bon, voilà, liste, voilà. Là ici, j'ai pas besoin. Par exemple, cette action, cette méthode que je vous montre là, elle va aller récupérer des noms de photos, des noms d'images au hasard dans la base de données. Encore une fois, c'est ce qui me permet de générer le fond comme ça, le pêle-mêle, le collage de fond d'écran. Ok. Donc peu importe la fonctionnalité, là où je veux en venir, c'est que je vais récupérer des noms, des chaînes de caractères, des noms random dans la base de données. Déjà, je sais que c'est random, donc ça me donne déjà une piste, mais voilà. Donc là, évidemment, il y a un order by, donc c'est pas un bon exemple. Et là, je veux les derniers, donc forcément, il y a un order by. Mais là, j'ai un bon exemple. Ouais, ok. Le mieux, c'est de prendre un bon exemple quand même. Hein. Ok. La méthode qu'on a écrite hier, ensemble dans le service destiné à trouver les images dans la base de données, on a écrit un petit service qui va nous chercher toutes les photos expirées du jour. Vous vous souvenez de ça? Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer une liste d'images. Parce que je sais que toutes ces images de cette liste, elles vont être expirées aujourd'hui et il faut les effacer. Que je les récupère dans l'ordre de taille de fichier, dans l'ordre de la photo la plus claire, la plus foncée, dans l'ordre de la résolution verticale la plus grande, ou dans l'ordre du pseudo de l'utilisateur qui est... Ça, j'en ai rien à faire. Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer toutes ces photos. Peu importe l'ordre. On est bien d'accord? Ok. Donc là, c'est ce qu'on va appeler du back. C'est du back vers back. C'est du back-end. Back-office. C'est du back-end pur et dur. J'ai pas besoin de présenter la donnée. Je veux juste récupérer une liste que je vais manipuler après. On s'en fiche. J'ai pas besoin de la présenter proprement à mon front. Ok. Par contre, à l'opposé, ici, je vais chercher en base de données des items qui vont être ensuite affichés à un utilisateur dans le but d'interagir avec lui pour lui faire faire une action, choisir un item, cocher une case, choisir un thème graphique, enfin voilà. C'est un constructeur automobile du coup pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Donc forcément là, je vais soigner un petit peu la donnée que j'ai en base de données brute pour l'afficher à l'écran.
Par chance, moi, dans la base de données, vu qu'il y a 3 lignes, hein, j'ai fait en sorte que ce soit déjà classé par ordre alphabétique, ou en tout cas par l'ordre dans lequel je veux présenter la chose. Donc j'aurais même pas besoin à la limite de faire un order by. Mais comme je suis un garçon attentionné envers mes petits utilisateurs, je vais quand même prendre le temps de réordonner la donnée que je récupère de la base de données. Ok? Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant ici? Visiblement, les Xperi, ils sont par ordre croissant. Ouais, mais on a dit que j'allais rajouter un 0 pour permanent. Ok? D'accord. Ici, par ordre alphabétique, est-ce que ça marche? J'ai le 1, puis j'ai un 2, puis j'ai un 3. Ouais, ça marcherait aussi. Et enfin, sur le code, par ordre alphabétique, ça marcherait. Ouais. Bah écoutez, dans les 3 cas, ça marcherait. La seule chose la seule indication que là, je devrais prendre en compte pour choisir quelle colonne je veux ranger, café, c'est que cette colonne-là, je sais que c'est une primary key, donc je sais que SQL Server, puisque j'utilise une version relativement récente, je sais qu'il en a fait, je sais que c'est aussi un index. Qui dit index dit performance largement supérieure à un tree un get d'une valeur qui n'est pas un index. Et en plus de ça, c'est un nombre, un entier, sur 32 bits. Je sais que les performances de recherche, ou de tri plutôt, sur un entier sont à des années-lumière plus performantes que la même chose sur une chaîne de caractères. Donc là, j'ai tout intérêt à aller checker mes Xperi type. Par contre, le jour où j'aurai une ligne en plus qui serait 4, 12, une demi-journée, entre parenthèses 12 heures, là je serais bien emmerdé, parce que il serait la ligne numéro 4, pourtant je voudrais qu'il s'affiche en premier tout en haut. Dans ce cas-là, bah, vous l'aurez compris, hein, je trierai par le code. Okay, mais pour le moment, j'ai pas besoin de trop m'ennuyer. Je vais trier par ID Xperi Type. C'est un entier, c'est un index. À mon avis, sur le plan d'exécution, ce sera c'est quelques pourcents de données de temps d'exécution gaspillé pour trier cette liste qui l'est déjà, mais c'est un détail, surtout sur 3 pauvres lignes. Voilà. Donc je vais pas order by label ici, je vais order by ID. Ok? Alors oui, je sais, ce que je fais c'est pas très pertinent dans le sens où c'est forcément trié par ID puisque c'est auto-incrémenté dans la base de données. Ouais, je sais, c'est pour l'exemple. Si par exemple ici j'avais décidé, en plus je vous ai pas montré le bon écran, mais c'est pas grave. Si par exemple ici j'avais décidé que mon code ce soit un entier et pas une chaîne de caractères, et que ou que j'ai une colonne, admettons, je peux avoir une colonne number ou numéro ou index, voilà. Et ben l'index j'aurais mis 1, 2, 3, et ben dans ce cas-là j'aurais trié par index. Et là où c'est intéressant, c'est que le jour où j'ai ligne 4, j'ai un index qui serait 0, et ben le fait de trier par index, je sais que le 0 il se mettra en haut de la liste. Voilà. Alors, pour pallier à ce problème-là, un truc que j'ai une petite astuce que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est, là je l'ai pas fait, mais c'est quelque chose que je fais régulièrement dans mes tables de référence. Alors, je l'ai pas fait parce que je savais ne pas en avoir besoin ici, mais un truc que j'aime bien utiliser dans mes tables de référence, c'est une colonne, effectivement une colonne index ou code, qui serait un entier, mais que je ferais incrémenter de 10 en 10. Ok. Typiquement, là, j'aurais une colonne en plus qui serait rank ou order. Ouais, order, c'est très bien. Qui serait un entier ou un long suivant la quantité de données que j'aurais, mais un entier suffirait ici. Et j'aurais mis 10, 20, 30. Et ça aurait été très pratique, vous l'aurez compris instantanément, d'instinct. C'est que le jour où j'ai une ligne numéro 4 ici, je lui mettrais le code 5, et du coup il s'intercalerait entre le 5 et le 10. Et puis le jour où j'ai une ligne 5 que je vais mettre encore en dessous pour laisser une image durer que 6 heures, par exemple, et bah qu'à cela ne tienne, je lui mettrai le index, je le mettrai à 2 au lieu de 5. Voilà, comme ça il s'intercalerait entre ça et ça. Et puis vous l'aurez compris, le jour où je veux qu'une image dure 9 heures, un cas un peu compliqué parce que le 9 il s'intercale entre le 12 et le 6 heures, bah du coup il se le mettrait à l'index au rang numéro 7. Voilà, comme ça il serait entre le 5 et le 10 et voilà. Bref, donc c'est une notion que j'aime bien utiliser dans mes développements, ça, quand j'ai des données à ordonner. Je les ordonne manuellement entre guillemets et je les order by après ici dans le code sur cette fameuse colonne que j'ai rajoutée. Ok.
Voilà, c'est pratique parce que du coup les utilisateurs notamment, les retours que je vais avoir c'est peut-être ouais mais tu sais j'aimerais bien que ce soit toujours 48 heures qui soient présélectionnés. Bon ok ouais, c'est inévitable que ça arrive ce genre de truc et bah, dans ce cas là j'aurais juste à modifier mes orders dans la base de données et c'est plié. Ok. Bah, vous savez quoi les 10 boss? On va aller le faire. Ça prend littéralement 1 minute 30. Voilà, on y va. On va la modifier cette table. Ouais, on va la modifier, on va rajouter un order qu'on va mettre en entier, qu'on va mettre... Ouais, nul. Allez, j'aime pas faire ça, mais on va le... Ouais, je sais, on va... Je vais le mettre nul, parce que j'ai... Alors, pourquoi je sourcille là? C'est parce que j'ai déjà des données dans la table. Ah oui, order, il l'aime pas, c'est un mot-clé. Du coup, on va pas mettre order, on va mettre rank. Ou order by index. Index, je parie que c'est un mot-clé, évidemment. Rank c'est pas un mot-clé. Allez, rank, adjugé. Ok, on va mettre ça en entier. Je le mets nullable pour le moment parce que j'ai déjà des données dans ma base de données. Ok, c'est pas grave. On va faire ça rapidement. Voilà. On va modifier ces dites valeurs. Voilà, on va le mettre lui en 10, lui en 20, lui en 30. Voilà, ça vous voyez où je veux en venir. Ensuite, je peux retirer le nullable puisque j'ai modifié les valeurs en conséquence. Avant d'oublier, je vais vite modifier mon script que j'avais prévu hier qui me permet d'insérer ces données initiales dans la base de données. Hop, il faut que je pense à rajouter ici rank. Voilà. Est-ce que la musique vous fait mal à la tête, les Boss? Moi j'aime bien, hein, j'adore ça, mais si vous ça vous fait mal à la tête, faut me le dire les gars. Hein. Ah bah je crois qu'elle m'a entendu, elle s'est vexée. Bon. Alors, on a dit 24 heures, on lui met 10, lui on lui met 20, lui on lui met 30. Ok, le script est prêt. Le script, vous l'aurez compris, je m'en servirai le jour où je livrerai en production mon travail. Ok, on y est. On suit. Alors, j'ai modifié la base de données, donc ensuite, les DBoss, qu'est-ce qu'on fait après? On modifie le modèle de données de l'application. Exactement. Le fichier EDMX. Et oui, parce que le fichier EDMX, lui, il croit que dans ma table Xpiri, je n'ai que 3 colonnes. Oh le con. Alors on y va, on actualise, boum. Merci de me rajouter le rank, c'est parfait. On sauvegarde tout. Café. Voilà, café fini. Café froid. C'est long. Je crois que je vais nous mettre une petite scène avec juste l'écran de droit et ma tronche. Enfin l'écran code, celui qui est au-dessus de ma tête là. Là tout de suite là. Je vais le mettre avec ma tête parce que c'est celui que j'utilise en priorité et du coup il sera un peu zoomé. Et ça vous permettra de voir un peu mieux le code je pense. Bref. Ok, vous avez vu un peu comme je meuble bien. Et donc là, expiry type, ça y est, il est mis à jour. J'ai le rank, j'ai sauvegardé. Je vais quand même générer les TT. Comme je le disais la dernière fois, je reviens pas dessus. Si vous avez des questions, vous posez, il n'y a aucun souci. Allez. Transformation de tous les éléments. Il transforme le contexte. Il a réussi. Transformation terminée. Bien, on est bon. Ce qui veut dire que là, je devrais pouvoir maintenant faire rank. Voilà. Order by rank. Mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire en format... Il n'y a pas moyen de le faire en... Ok, bon, tant pis. Je pensais qu'il y avait moyen de le faire en écriture syntaxique, en syntaxe link, et plutôt que méthodal comme ça, mais peu importe. Ok, donc là on est bon, on a classé par rank, on est très bien, ce qui veut dire que les objets qu'on va recevoir maintenant ici, voilà, tac, on va faire ici appel à mon expiry type service, voilà, qu'il va falloir lui rajouter. Alors je sais jamais, c'est CTRL F10, pas du tout, CTRL F10 ça lance une génération qui va péter, voilà.
Il y a un bouton hein, pour aller faire le clic droit, bon on s'en fout. Voilà, et rajoute la couche service, merci bien. Get expiry types. Ok. Nickel, maintenant mon modèle a conscience qu'il y a des expiry types dans la base de données. Et bah bingo, c'est bon ça. Non seulement mon projet devrait builder, mais en plus de ça, il devrait runner. Runner, du verbe runner. Oui, oui, absolument. Du verbe running, renang, runner. J'essaie de meubler habilement hein, les temps de chargement, mais c'est incroyable comme c'est long en .NET. Charger. Paf, une stack. Vous la voyez pas parce qu'elle est sur l'autre écran. Ok, qu'est-ce que c'est qui déconne cette fois? C'est encore mes expiry types. Mais comment cela se fait-il? Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourtant on est bien sur index. Qu'est-ce qui te plaît pas mon gars? Expiry types. Ah c'est mon service qui fonctionne pas? Context.expiryType get all, ça devrait fonctionner ça pourtant. Bon bah pas à pas. Je vous laisse l'écran de gauche, je lance à gauche et puis vous verrez quand ça va se déclencher. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah qu'est-ce que j'ai foutu? Host index. Host controller. Ah ouais d'accord. Non non ok, je suis. Ok. Ok. Je suis bête. Regardez ce que j'ai fait. Petite coquille. J'ai placé mon code dans le cas où je suis utilisateur connecté. User ID différente 0. C'est pas bon. C'est pas là qu'il faut que je lui place mon peuplement de la drop-down. C'est ici. On a dit qu'il fallait pas forcément être enregistré pour que cette drop-down s'affiche. Voilà, c'est tout simplement ça. Et comme là dans le cas de test, j'étais pas logué justement, et puis ID user était égal à 0, paf, il sautait tout ça pour aller tout là, et donc du coup modèle.expiry machin était nul, tout simplement. C'est le cas aussi du coup pour ces propriétés là, mais je m'en sers pas en mode non connecté, donc bingo. Allez, on recharge. Ça va le faire. Café? Non, c'est bon, j'en ai plus. Allez, allez. Ok, on est bon. Chargé. Cette fois, ça devrait être bon. Et oui, durée de vie de l'image, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ok. Youpi, on a bindé. Biscuit sauvage serait fier de moi. 4 heures de boulot pour binder une pauvre drop-down. Ok, donc on l'a fait, c'est bon. On est arrivé jusque là. Pourquoi mon menu ne s'affiche pas? Je pense pas que ce soit lié à nous. Hein. Je pense que c'est lié à mon environnement de debug. Titi, rappelez-vous, j'ai modifié. Ok, chargé. Ok, parfait, ça s'affiche, c'est moche. C'est décalé. Pourquoi c'est décalé? Parce que je suis pas dans le même. Et oui, j'ai fait un autre tableau. J'ai fait un autre tableau, c'est pas bon. Il faut que. Non, verified. Expiry. Il faudrait que je me place dans ce tableau là, les gars. Ouais, il faudrait que j'ouvre ce tableau. Il faudrait que j'ouvre ce tableau en amont de ce test. Ouais. Ça serait quand même beaucoup mieux. Ou alors je le ferme avant. Ouais, ça va être crade. Ok, bon, on se comprend. En fait, ce qui pose problème là, c'est que ces 3 colonnes, vous voyez ouais, vous le voyez. Ce qu'il faudrait, c'est que ces 3 inputs là soient dans le même conteneur HTML que cet input là. Voilà, parce que du coup, la largeur des colonnes sera gérée par ça. Actuellement, c'est pas le cas. Je vous montre le code. Actuellement, les champs que vous aviez au-dessus dans l'écran du haut, j'essaie de vous montrer les deux. Les champs que vous avez ici là, ils sont dans ce tableau là. Table, voilà.
Hop, ils sont ici. Et celui qu'on a rajouté, il est là, dans un autre table. Du coup, comme c'est un autre table, la largeur des colonnes est automatique, c'est Bootstrap qui gère, et du coup, il n'y a pas la même contrainte de largeur. Donc moi, ce qu'il va falloir qu'on bidouille maintenant, c'est qu'il va falloir qu'on se débrouille pour mettre le tableau qui contient cet input dans le tableau qui contient celle-ci. Alors quand je suis pas connecté, c'est pas grave, le tableau du haut s'affiche pas. Donc du coup, que ce soit pas la bonne largeur, on s'en fiche, on s'en rend même pas compte à vrai dire. Alors c'est pas centré, il y a plein d'espace à droite, oui, ça je sais, on appliquera ce qu'il faudra après. Biscuit viendra tacler avec ses connaissances. Mais je pense on peut laisser ça comme ça. Par contre, quand on est en mode connecté, c'est crade. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va sortir la table, l'ouverture de table en tout cas, on va le sortir de ce if là. Comme ça, j'aurai accès ici et je pourrai fermer la table en dessous. Ok, donc on y va, c'est parti. On va mettre ça là pour le fermer et on va mettre ça là pour l'ouvrir. Voilà. Ce qui veut dire que j'ai un tableau. Normalement, le rendu devrait être strictement le même. Pas du tout. J'ai dû perdre. C'est juste que j'ai perdu ma session, je pense. On va vérifier. Mais je pense que c'est ça. On a le if là. Hop, on ferme la table là. Ouais, on est bien. Tac. Merde, pourquoi ça marche pas? C'est dingue ça. J'ai juste déplacé un tableau. Ah, parce que les TR. Ouais. Si c'est pas ça, c'est ça. Si c'est ça, c'est ça. Table. Ah, c'est parce que je fais un table sans ligne dedans, ça l'ennuie. Bon, dis donc, t'es un peu sous polais, monsieur. Mon cher monsieur. Peut-être que ça irait mieux si j'allais sur la bonne URL, non? Non plus. Ok. Bien, j'ai une erreur, les gars. Ouais, on va consulter la stack, c'est pas bien grave. Bon, déjà, on va se remettre dans le contexte précédent. Boum, boum, voilà. On remet la table fermant ici. Et normalement, là, ça devrait fonctionner à nouveau. Ouais. D'accord. Mais quelle est cette erreur? Mot-clé if inattendu après le caractère arrobase. Une fois à l'intérieur du code, vous n'avez plus besoin. Et oui, parce que j'ai pas mis de... Ouais, ok, j'ai compris. J'ai entremêlé deux code blocs Razor et du coup, il aime pas. Et c'est vrai, ici, effectivement, j'ai deux if qui s'enchaînent. D'ailleurs, si vous regardez attentivement, vous remarquerez que ce arrobase là, il a un petit soulignage rouge ondulé. Vous le voyez là? Ouais, c'est ça. Bon, pas bien grave. On va le... Voilà, donc c'est tout simple, hein, c'est ça qui pose problème. À mon avis, là, ça devrait fonctionner désormais. Voilà, ça fonctionne désormais et effectivement, l'affichage n'a absolument rien changé, c'est tout à fait normal. C'est normal parce que je suis dans le cas où je suis pas hôte. Donc si je suis pas hôte, c'est ça que j'affiche. Bah, pardon, j'affiche ça, mais pas tout ce qui est au-dessus. Par contre, qu'est-ce qui s'affiche maintenant si je me log? Ça m'intéresse, parce que je rajoute dynamiquement des lignes à mon tableau. Ah là là, la saisie semi-automatique, les gars, dans le cadre d'un navigateur en mode développement. Et je sais, ce sera pareil sur Chrome. Hein. Me dites pas que ça vient de ça. Voilà, parfait. Et c'est ce que je voulais. Et donc là, maintenant, quand on est en mode connecté, les lignes que j'ai rajoutées au tableau s'intercalent bien avec les lignes qui étaient déjà présentes dans le tableau. Donc, l'alignement paraît bien plus approprié. Ok. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Je réfléchis 30. Ah pardon, vous voyez pas, mais faut me dire quand je mets pas le bon écran, les gars. Faut me le dire, faut me le dire. Je vais vous le refaire du coup. Alors, donc du coup, ce que je disais, hop, quand je suis pas connecté à l'application, hop là, ce téléphone qui sonne. Alors quand je suis pas connecté à l'application,
Effectivement, j'ai bien la ligne qui s'affiche. On va voir après pour la largeur, etc. On va se débrouiller pour l'aligner. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis quand je suis connecté à l'application, cette fois-ci, hop, voilà, j'ai bien ma ligne supplémentaire que j'ai ajoutée qui s'intercale parfaitement avec les lignes précédentes du tableau. Hein, c'est ce qu'on a fait ici, hein, ces lignes-là. Le table, il se ferme avec toutes ces lignes dedans ou toutes celles-là si c'est authentifié, etc. Donc là, ça fonctionne, on est content, ça marche bien. Alors, petit récap. Là, on a préparé au front. Ah oui, parce qu'on n'a pas. Ok. On a rajouté donc au front cette drop-down list là, mais pour le moment, elle est inopérante. Déjà, premièrement, il n'y a pas la valeur 0 jour ou 1 million de jours. Il n'y a pas le mode non, mode photo perpétuelle. Déjà, ça va falloir le rajouter. Et il n'y a pas le mode, il n'y a pas le petit point d'interrogation là pour comme ça avec le tooltip qui explique un petit peu ce que fait la fonctionnalité. Donc c'est parti, on s'en occupe tout de suite. Premièrement, l'item supplémentaire dans la drop-down. Ça, je le fais moi côté contrôleur, c'est-à-dire là où je peuple ma drop-down list. Pourquoi je le fais ici et je le fais pas soit côté web, front ici, soit côté service base de données. C'est les deux opposés total, hein, on est bien d'accord. Dans la couche service, c'est ma base de données. Ok, même mieux que ça. Ici, c'est carrément ma base de données. Ok. Étape 2, la couche service. Étape 3, le contrôleur qui appelle le service. Étape 4, la vue qui est appelée qui a appelé plutôt le contrôleur, enfin qui est rendu plutôt par le contrôleur. Ok. C'est comme ça le cycle, le cheminement de la donnée. Moi, j'ai envie de le faire à l'étape 3 dans le contrôleur. Pourquoi? Parce que déjà, c'est programmatiquement parlant, c'est plus sympa. Voilà, et c'est ce que je fais déjà ici pour les albums. Ok. Hors de question de le faire dans la base de données parce que la base de données, je veux qu'elle ne contienne que des données utiles et fonctionnelles, pas de données liées au front. Parce que moi ici, le jour où j'ai envie de mettre Rehost en anglais, bah, je serai comme un con parce que j'ai écrit des mots en français dedans. Donc déjà ça va falloir trouver une solution. Ouais, c'est un exemple. Hein. Pourquoi pas dans la couche service? Parce que dans la couche service, elle va juste me get des données depuis la base de données. Je n'ai pas du tout envie que ma couche service commence à prendre la confiance et manipuler les données. Sinon, en cas de problème, je ne saurais pas, en tout cas sans une enquête un peu plus approfondie, je ne serais pas capable de savoir si l'altération des données vient de ma couche service ou de ma base de données en elle-même. Voilà, donc dans le cadre d'une attaque par exemple, où on n'a pas trop le temps, on est un peu en stress, c'est clairement pas le genre de truc à privilégier. Et enfin, pourquoi pas dans le front ici? Parce que dans le front ici, je veux juste lire les données que m'envoie le contrôleur. Je ne veux, si en plus derrière le front se met à interagir avec mes données, au secours. Ça fait une quatrième couche pour la même raison que la raison précédente. Donc, je fais tout au même endroit, dans mon contrôleur MVC, ici. Tac, je vais rajouter un truc qui va ressembler à ça. Voilà, à la volée. À la volée, ici, je vais ajouter un item au rang 0, donc il aura l'ID 0. Je vais rajouter un nouveau expiry type, un nouvel objet. Hein. Là aussi, je vais prendre le temps de vous reparler d'un petit quelque chose qu'on a vu hier, mais c'est important de le faire la dénomination. Je vais rajouter un objet à cette collection qui aura un ID 0, hein, et qui aura pour... Oh bah, je vais le faire en entier, tiens, il aura pour code, on s'en fiche, on n'en aura pas besoin ici, il aura pour label, je sais pas, on va mettre un truc genre image permanente. Voilà. Ok. Alors, mini pause encore. On a le temps, on est en live, on prend tout le temps qu'il nous faut. Ici, attention, je vous rappelle, cette liste-là, que je récupère depuis ma couche service, elle provient de la base de données. Ok. Cette liste-là, c'est une liste de expiry type. Ok. Expiry type, c'est une entity. C'est un objet POCO, c'est une classe qui est liée, enfin qui est l'image, qui est le représentant dans mon application de mon objet en base de données. Ok, j'ai ma table, pour rappel, ma table dans la base de données s'appelle bien expiry type. Ok, mon objet porte le même nom. Ici, je suis dans le code de l'application. Ok, je suis plus connecté à la base de données à ce moment-là. J'ai été connecté le temps de récupérer les données via la couche service.
J'ai mis ces données quelque part dans une liste de Xperi Type, mais ces Xperi Type là de cette liste là n'ont pas de connexion directe à la base de données. Ce qui veut dire que je peux la manipuler cette liste. Et je peux notamment ajouter un item à l'intérieur, à cette liste, un nouvel objet dans cette liste, donc un nouveau Xperi Type. Sauf que ce Xperi Type que je rajoute là, il n'existe pas en base de données et je ne veux pas qu'il existe en base de données. Ok? Est-ce que vous voyez maintenant une des raisons fondamentales pour laquelle moi je travaille tout le temps avec des entities? Je n'utilise pas des DTO qui s'intercalent entre. C'est pas forcément la bonne pratique parce que pour toutes les raisons de sécurité et les raisons de confusion de type de données que ça implique. Mais là, c'est quand même vachement pratique de pouvoir, de pouvoir entrecroiser des Xperi Type qui viennent de la base de données avec des Xperi Type qui me servent à travailler dans mon application. On est d'accord. J'ai pas besoin de passer par un mappage de type entre deux objets de classe en C#. J'utilise le même type d'objet directement, comme si c'était une ligne en plus de ma base de données. D'ailleurs, c'est ce que lui il croit. Hein. Lui, il va croire que tout ça, ça vient de... Enfin, en l'occurrence, non. En l'occurrence, le moteur MVC, lui, il croit que c'est des objets de travail point base, hein, des DTO en fin de compte. Il n'y a que Entity Framework, via ma couche service, qui m'a dit à un moment donné, ah oui, ok, ouais, Xperi Type, ouais, t'inquiète, je connais. Il y en a dans la base de données, tiens, je te les donne. Ok? C'est vachement pratique. Alors que si je manipulais dans ma couche application, dans le contrôleur MVC, si je manipulais des objets de travail, donc des DTO, et ben il aurait fallu que je rajoute ici un Xperi DTO, donc ma collection ici, ce serait une collection de DTO, donc ma couche service, il faudrait qu'elle se débrouille pour aller get des Xperi Type de la base de données, mais en sortie les convertir en DTO, bref, c'est faisable, c'est comme ça qu'il faudrait le faire, parce que ça me permet de découpler ma couche service de ma couche BLL, business, ou DTO, ce que vous voulez. Mais il y a le mapping à faire. Et donc qui dit mapping à faire dit potentiellement une conversion de type, peut-être avec perte éventuellement, peut-être avec du code personnalisé. La plupart du temps, on le fait dans le bon sens du terme, c'est-à-dire on veut convertir par exemple une date UTC en date du fuseau horaire qui nous intéresse. Peut-être, il n'y a aucun souci. Moi, ici, j'ai décidé, avec des types simples que j'utilise dans une base de données simple, j'utilise mes entities partout dans l'application, en guise d'objets métiers. Ou plutôt, j'utilise des objets métiers qui s'avèrent aussi être des entities. Voilà. Et le découplage que j'utilise moi, qui a deux couches en fait, hein, on va dire trois couches, mais ici référencé modélisé par deux projets, 1, 2, me permet de le faire. Et Entity Framework me permet de le faire. Allez, on se ferme la petite parenthèse et on continue. À ma liste donc d'objets, j'ai rajouté un item supplémentaire tout en haut de la liste. Ok, je l'ai mis au rang 0, ce qui veut dire que je ne perturbe pas le order by qui a été fait précédemment ici. Donc lui, il a des items ID 1, ID 2, ID 3. Moi, j'ajoute un item en 0 avec l'ID 0. A priori, il se rajoute au début. Okay, le 0 ici, là, le premier paramètre de la fonction insert, c'est l'index. Donc si je mets 0, c'est qu'il le rajoute tout en haut de la liste. Okay, sinon, il faudrait que je mette type length memory model.xperitypes.length pour l'ajouter à la fin. Ok, ok les libos, vous êtes toujours là, c'est parti. On rebuild et on teste. Oui, moi j'attends que ça se passe, hein, si vous me dites rien les libos. J'attends que ça se passe, moi. Certains diront qu'avec le .NET, il n'y a pas le choix. On est obligé d'attendre que ça se passe parce que il y a tellement de temps mort et de temps de chargement. Et moi, je leur répondrais, ça se compile tellement vite et ça fonctionne tellement rapidement qu'on voit pas passer les choses. Le mec tacle en permanence, c'est insupportable. Allez, c'est parti. Chargement. Je dis ça, mais ça a toujours pas chargé. Et ce qui est critique, vous avez vu les gars, juste pour afficher cette pauvre page de démarrage, regardez un peu la quantité de mémoire que j'utiliserai sur mon serveur web, là en l'occurrence c'est mon PC de dev, mais je suis déjà à 250 mégaoctets de mémoire utilisée. Côté serveur, hein, ça ne veut pas dire que la page pèse 250 mégas, hein, ça veut dire que mon serveur a déjà saccagé 250 mégas de sa mémoire juste pour démarrer le site. C'est beaucoup. En .NET Core, on serait au moins divisé par deux.
Bref, donc on y est. On revient sur notre petite formulaire au lieu de la technique qui vous intéresse pas forcément. On arrive là et donc on voit bien que la durée de vie de l'image maintenant, j'ai un quatrième item qui s'est présenté, image permanente, et qui est présélectionné. Alors c'est un coup de peau qui soit présélectionné, oui et non. C'est un coup de peau parce que déjà je l'ai mis en haut de ma liste et que j'ai bien fait les choses ici à sélectionner l'item 0 en default value. Mais effectivement, si j'avais inséré ça au rang final, en bas, tout en bas de la liste, du coup, il aurait été en bas de la liste. Et donc, du coup, bah voilà, on est pas mal. Ce qui va me manquer maintenant. Ah oui, je vous montre pas le bon écran. Faut me dire, les boss, c'est chaud. Voilà, ici, j'ai bien ajouté mon item dans la liste. Je l'ai ajouté moi-même au rang 0, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et ici, dans ma création de ma drop-down list dans le code HTML, j'ai bien précisé que je voulais rajouter ma default value, celle 0. Enfin, l'objet au rang 0 de ma liste. Ok si. Le constructeur, vous voyez, il prend un selected value, c'est un objet. L'objet, en l'occurrence, c'est le rang, le int. Et moi, je l'ai mis en 0. Okidoki. Et je crois qu'ici, on peut mettre un objet en lui-même. Hein. J'aurais pu mettre carrément un objet que j'aurais passé dans le view data. Enfin, bref, ça c'est une technique un peu plus avancée. Moi je préfère utiliser l'int, c'est beaucoup plus simple. Enfin je dis int, mais ça peut être une chaîne de caractères, un guide, on s'en fout. Moi je dis, en gros c'est l'id, quoi, le rang auquel je veux que la valeur s'affiche. Bref, donc là ça marche. On a bien image permanente là. Prochaine étape, c'est le petit point d'interrogation ici. Déjà, qu'est-ce qui se passe quand je suis connecté? Oui, ça c'est une bonne question. Est-ce que l'affichage est toujours bon? Je pense qu'on prend pas trop de risques, mais comme je veux que vous compreniez bien que je teste quand même tout ce que je livre, voyons voir ce qui se passe quand je suis connecté. Ouais, c'est bon, j'ai bien image permanente qui est présélectionnée. Ok, on va afficher maintenant le petit point d'interrogation ici, pour que l'utilisateur puisse passer son curseur et avoir un peu plus d'infos. Et donc pour ce faire, je crois que c'est au niveau du label que j'ajoute un petit title. Ouais, c'est là. E-class. Tac. Ah oui, le label fort. Et donc si je fais ça, est-ce que ça fonctionne ça? On teste tout de suite. Ouais, c'est bon. Ok. Question, voilà, on est ici. L'image uploadée doit-elle persister? Ou s'auto-détruire au bout de quelques jours? Voilà. Je sais pas si c'est très clair, les dibos, vous me direz. L'image uploadée doit-elle persister, image pendante, ou s'auto-détruire au bout de quelques jours? Voilà. Par défaut, on mettra toujours permanente. Pour le moment, les dibos, on ne va pas binder ça à un paramètre de l'utilisateur. J'aurais bien voulu ici que dans l'utilisateur, on ait la valeur par défaut. Ouais, ça aurait été pas mal. Mais là, ce serait vraiment un peu du pinaille. On va laisser ça comme ça. Et est-ce qu'on discriminerait pas? Ce qui me permettrait aussi de choisir la... Ouais, ça pourrait être pas mal. Et si quand j'étais... Et si on faisait ça? Et si quand j'étais connecté, on mettait permanent par défaut? Et si quand j'étais non connecté, on mettait 24 heures par défaut? Est-ce que ça serait pas mal ça? Mhm. Ouais, bon, à voir. De toute façon, c'est pas ça qui va changer grand chose en fin de compte. C'est juste que de toute façon, il faudrait bien que les gens se connectent par ici. Ok, on va continuer sur cette lancée. On va le connecter. Je pense qu'on a assez tergiversé avec ça. Le reste, c'est d'optimisation, c'est un peu du X. Bon, ce sera de la recette, entre guillemets. Maintenant, pour que la fonction soit câblée, il va falloir que lorsque j'effectue l'upload de ma photo, cette donnée-là soit transitée jusqu'au serveur et que le serveur l'écrive dans l'image en elle-même. Pour rappel, mes images, maintenant, à partir de maintenant, hein, elles contiennent toutes les images au féminin, elles contiennent toutes un champ date expirée
qui donc est à nul quand on met permanente, et qui doit avoir une valeur en date de jour quand je choisis un de ces items. Vu les 10 boss. Donc allons-y, on y va. Comment ça se passe déjà? On y va tranquillement, ça fait longtemps que j'ai pas mis le nez là-dedans. C'est parti. Donc ça se fait via du jQuery qu'on n'a pas encore factorisé, je sais, Lipos, c'est normal. Ah si, on l'a factorisé. Eh mais c'est bien ça. Bravo les gars. Script rehost. Voilà, on est là. Ça, les gars, cette purée indigeste là, qui donnerait presque des frissons et des sentiments des sentiments comment on dit, libidineux à Biscuit Sauvage. Tout ça c'est ce qui déclenche l'upload de la photo. Ok, j'ai décidé de le faire en jQuery, enfin en JavaScript côté client en script, hein. Mais c'est ça qui le fait pour diverses raisons. Je vais pas rentrer dans les détails maintenant. On pourrait passer un petit peu de temps à analyser ça. C'est pas bien. C'est pas très pertinent. Ça, c'est juste que Rehost, quand j'ai commencé à l'écrire, il y avait un réel souci de rapidité, de vitesse, de délai avant la sortie de l'application. Donc j'ai fait au plus vite et ça me paraissait le plus pertinent. Bref, alors du coup on est où? On est là, on déclenche l'upload, on déclenche ça, c'est le paste, ça sera pour plus tard, on verra. Par contre ce qui m'intéresse, voilà, là, c'est ça, le BTN, alors le rotate c'est pas ce qui nous intéresse, le new upload on s'en fout pour le moment. Le toggle, non, on est là, on est sur le paste, non on a dit, on est là, on déclenche enfin l'upload en cliquant sur le bouton. C'est-à-dire, là je vais pas le faire parce que je suis en prod, j'ai pas envie de faire des tests en prod. Je clique sur le bouton lancer le chargement et j'ai sélectionné image permanente ou pas. Ok, ben, c'est là que ça va se passer. Private mode selected album. Voilà, donc là ce qu'on va faire c'est que quand je clique sur le bouton, on va aller get la valeur de ma drop down list expiry. Expiry type. J'ai pas mis date, j'ai mis type. Ok. Qu'à cela ne tienne, on a dit qu'elle était où? Elle doit être par là, puisque j'ai des valeurs. Voilà, il est ici. ID, il est là. Ok. C'est triste d'être inconstant comme ça. Purée, mais pourquoi? Pourquoi le copier-coller? Il altère à chaque fois. Vous avez vu les gars ce que ça fait là? Je sélectionne ce morceau de texte là, voilà. Je fais CTRL V et paf, il me saccage le. C'est quand même fou ça. Hein. Et si je refais CTRL V, il le met pourtant, c'est dingue. Il y a un truc qui a changé récemment avec. Je vais avoir un plugin peut-être qui pose problème. Enfin bref, le mec se plaint tout le temps, c'est chaud. Alors, là on récupère bien la valeur que j'ai sélectionnée dans ma drop-down, ok. Je suis content, hein, le côté client est conscient que j'ai bien sélectionné une valeur là-dedans. Alors quand je dis valeur, attention, je sais, effectivement, vous auriez raison de me le faire remarquer. Ici, on est d'accord que ici, je manipule une collection d'expiry types. Expiry types. Je vais essayer de faire l'effort. Je manipule une collection d'objets. Ce que je passe à mon modèle, c'est une collection d'objets. Liste, expiry type. Ok? Pourtant, ce que j'indique ici, c'est que je veux créer une drop-down list qui va aller peupler un int selected, enfin la value de mon input là, c'est un int, c'est le int selected expiry type id. Ok. En fait, cette ligne là va se débrouiller pour aller générer un select et une balise select et tous les items du select. Comment c'est déjà? C'est select et puis en dessous c'est les items du select. Je sais plus comment la syntaxe HTML pure est, mais c'est option. Voilà, c'est select option. Ok. Donc ça veut dire, je décrypte ça. Ça veut dire qu'au moment de la compilation, ça va aller me générer un select et tout autant d'options que j'ai d'items dans ma select list. Mais l'id, la value de l'input restera bien le champ id que j'ai défini là. Ok. Donc ça, c'est bien un int qui contiendra la valeur de la ligne
la valeur de l'option value, donc ID expiry type. D'accord? Donc ça veut dire que là, le val que mon jQuery selector là, ici plutôt, pardon, va aller récupérer, là, ce que je mets dans cette variable là, c'est bien un int qui correspond à l'ID de la ligne de l'option que j'ai choisie. Ok? Ça c'est un mécanisme propre au MVC et à la Snack Razor notamment. Voilà. Bref, donc là je les récupère, j'en suis super content, mais pour le moment j'en fais rien. Alors où est-ce qu'on le met? Alors, est-ce qu'on rajoute un nouveau paramètre à cette API là pour donner la durée? Ouais, c'est comme ça qu'on va faire, je pense. Ça me paraît être le plus, ça me paraît être le plus propre. Ouais, bah allez, qu'à cela ne tienne. J'entends un bruit de fond, les gars. Je pense que j'ai mon micro qui est en train de partir en couille. J'entends ce truc qu'ils ont. Vous me dites si c'est insupportable pour vous. Hein. Ok, donc on retourne dans le host controller. Alors on retourne dans le host controller. Action upload files. Action ou méthode, je sais pas, on va aller voir. Host controller. Upload files, c'est une action. Ok, c'est une action qui prend tous ces paramètres. Et donc je pense que ce qu'on va simplement lui rajouter un string qui... Ah oui mais non, un int nullable. Ouais, on va plutôt faire ça. Un int, on va lui rajouter donc le paramètre en question, qui est ici. Hein. Voilà. Et on va l'ajouter sous la forme selected expiry type. Voilà. Pourquoi je l'ai mis de type nullable? C'est tout simplement parce que vu que là je fais un appel Ajax, je fais un appel asynchrone depuis mon client vers mon serveur, je ne maîtrise pas qui fait l'appel. Ok? Je peux très bien avoir des gens qui ont mis de côté un navigateur avec un onglet ouvert il y a quelques jours, et du coup ils ont une version sur leur application qui tourne là sur leur navigateur mobile, ils ont une version du site qui n'avait pas encore cette drop-down list. Donc ça veut dire que s'ils valident que moi j'attends côté serveur un int et que eux ils m'envoient nul, ça va péter. Donc là je mets toujours, dans ce cas là, je mets toujours des valeurs nullables, comme ça fonctionnera toujours. Quitte à ce qu'il m'envoie nul au lieu de m'envoyer un ID, c'est pas grave, je vais me prémunir dans le code contre ce souci là, mais il faut penser à gérer ça. Voilà. Pareil pour pareil pour tous les appels qui seront faits en cascade d'ailleurs. Hein. Ok. Donc là, mon côté back devrait commencer à avoir conscience que je veux lui envoyer. Alors oui et non, j'ai pas tout terminé encore. Comment, c'est quoi le booléen à la fin là? On a le commentaire, on a keep tags, on a le comment. Ah oui non, c'est parce que je le fais à la main peut-être. Private, send mail, keep tags, comment. C'est quoi true là? C'est quoi le dernier paramètre? Ah c'est ok, c'est propre au XHR Open, j'avais pas vu. Ouais, c'est pour demander, c'est pour dire qu'on veut le mettre en cache ou l'exécuter de manière asynchrone, je crois bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement donc rajouter un paramètre supplémentaire à l'URL ici, voilà, qu'on va appeler exactement comme je l'appelle à la sortie du tunnel, hein, sinon ça marchera pas. Là, j'ajoute un selected expiry type que je bind à la variable jQuery que j'avais tout à l'heure. Ça commence à faire une ligne un peu longue, mais voilà. Donc là, normalement, quand je vais cliquer sur le bouton upload, normalement, mon serveur devrait avoir conscience de la valeur que j'ai sélectionnée dans la drop-down. En tout cas, de cette façon-là. On verra qu'après, j'ai d'autres API qui tournent et je suis pas sûr elles vont kiffer ça, mais ça devrait fonctionner. Ok, tout le reste pour le moment ne nous intéresse pas. On arrive ici. D'accord. On va sauvegarder ce script. On arrive là, a priori ça il est renseigné, il arrive ici. Et ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir aller maintenant claquer au niveau de la base, voilà, do upload. Il va falloir aller modifier cette fonction là pour lui dire que tu dois prendre en compte ce fameux expiry. Selected expiry type. Ok. Elle est là. Ok, on est là.
Et puis tout upload encore. Ah oui, après on passe. Ah ouais, ok. Alors après je fais les appels en cascade, mais c'est normal. Hein, il faut tous les. Il faudra bien tous les prévenir qu'il y a une modif à faire dessus. Donc il faudra aussi modifier cette API là. En conséquence, donc on va faire ça comme ça. Hein. Ok. Vous le voyez pas, mais sur l'écran de gauche, dans ma liste d'erreurs, ça commence à s'empiler. C'est tout à fait normal, c'est parce que là, je suis en train de modifier des méthodes ou des appels à des méthodes qui ne correspondent pas avec la signature des méthodes en question. C'est normal, hein, il faut que je mette toute la pile à jour. Ok, on arrive dans le upload helper. Et le upload helper, effectivement, il n'a pas connaissance encore de ce nouveau paramètre. Effectivement, j'ai pas mis ID, c'est pas très propre. Bon, hein. Jusque là, on va dire que ça va. Voilà, donc là j'ai une erreur en moins parce que j'ai bien prévu le paramètre. Comment il fait pour l'album ID? Est-ce qu'il est ouais, il est là. L'album ID est là. Et il l'enregistre. Il devrait l'enregistrer plus tard. Ok, mode fichier, c'est juste la préparation. Ok, s'il n'y a pas d'erreur, c'est là qu'il l'enregistre. Ok, c'est tout ce qui... Ah oui, là c'est pour créer l'URL. Res, ok. Ok, là donc ouais, parce que là je vais un peu vite, c'est parce que moi-même je redécouvre entre guillemets mon propre code. Pour rappel, donc mon contrôleur, je fais le post, j'ai cliqué sur le bouton, j'envoie la photo. Ça marche. La photo, on était où? On est sur le post, on est là. Ok, HTTP post. J'ai posté, j'ai cliqué sur le bouton, je suis en train d'essayer d'enregistrer ma photo sur le serveur, mon image sur le serveur. Appel en cascade, j'appelle cette API là, elle est là, voilà. Bah, c'est pas encore une API, mais on va dire que c'est une API. Je lui passe bien en paramètres, qui elle-même fait appel à une autre API. Cette autre API, donc on lui passe les paramètres. Cette dernière API, je lui ai bien précisé qu'elle doit être attentive à ce paramètre en question. Ok. Allez, je vais faire un effort, je vais l'appeler ID quand même, c'est un ID. Voilà. Et donc maintenant, lui, il faut qu'il fasse quelque chose avec. C'est elle. Alors là où on est maintenant, on est sur une API, un helper, une fonction, bon, appelez ça comme vous voulez. On est sur la portion de code qui va aller faire elle-même l'enregistrement dans la base de données des photos. Et sur le disque dur, etc. Alors il y a plein de codes parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la façon où on upload un fichier, la façon où on fait copier-coller d'une URL. Je vous passe tous ces détails. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il va falloir aller scroller jusqu'à la partie qui gère l'enregistrement en base de données. Et oui, tout ce qui est manipulation du fichier sur le disque dur, on s'en fout de la date d'expiration. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans la base de données. Donc je continue. Ça c'est pour générer le nom du fichier, je génère le nom du fichier, je télécharge si jamais c'était une URL, je télécharge le fichier, je corrige l'orientation de l'image si jamais elle est en mode portrait. Si c'est pas un GIF, j'enlève les tags EXIF, d'accord, je crée le hash de la photo, je crée un clone, tout ça c'est de la manipulation des fichiers et on arrive enfin ici, il faut que je mette un commentaire pour me rappeler. À partir de la ligne 267, là, je vais enfin gérer l'enregistrement dans la base de données de ma nouvelle image que je suis en train d'uploader. Vous voyez, elles sont toutes là, les propriétés sont là. Upload view model, machin, truc. Ah merde, non, c'est pas là. Ok, il fait already exist not. Create picture, ah, c'est là. Ah, c'est là que c'est fait. Ok, c'est là que c'est fait. C'est ce que je cherchais. Ah, moi, ça veut dire que là, je suis encore dans un helper. On va dire que je suis encore dans mon contrôleur MVC. Après, j'ai choisi moi de déporter ce code ailleurs. Bon, ça c'est une question de goût, mais c'était pour le factoriser entre plusieurs contrôleurs MVC, mais on s'en fout. Toujours est-il que quelque part dans son contrôleur, il doit y avoir l'appel à un service de ma couche DAL, là, de ma couche service. C'est-à-dire, il doit y avoir l'appel à une API de ma couche service, une fonction de ma couche service qui va aller effectuer l'écriture en base de données. Et ben on y est, bingo. Picture service create picture, c'est lui qui s'occupe d'aller écrire en base de données ma photo. Ok?
effectivement, elle fait 2-3 trucs, elle écrit, enfin elle fait rien du tout, elle fait ce qu'on lui dit, et on lui dit d'aller écrire cette photo qui a cette URL, qui n'est pas un GIF, qui a tel nom de fichier, qui est privé, blablabla. Et puis on va lui rajouter ça. On va lui préciser que l'image, elle doit être expiri ou pas expiri. Ok? Pareil, j'ai une erreur, c'est normal. Côté service, je suis pas encore au courant que j'ai rajouté un nouveau paramètre. Bah qu'à cela ne tienne. Voilà. Maintenant c'est le cas. On ouvre et voilà, on y arrive. Date expirée. Et c'est là où on va recoller les morceaux avec le fameux avec le morceau de code qu'on avait commencé à écrire il y a 2 jours pour faire ma petite moulinette là. Et voilà, ici. Sauf que, rappelez-vous les amis, rappelez-vous les DBoss. Dans la base de données, date expiry c'est un datetime nullable. Bon, moi ici j'envoie un int. Ok, j'envoie un int. Ce int, il correspond, je répète exprès, mais c'est pour que vous compreniez bien. Ce int là, il correspond à un ID de la table expiry type. D'accord? Là ici, date expired correspond à un champ datetime de la table, enfin un champ d'une ligne de la table picture. Ok? C'est deux choses complètement différentes. Ce qui veut dire qu'il va falloir convertir l'un en l'autre. On est d'accord? Donc ça veut dire qu'avant de pouvoir mettre une valeur ici, il va falloir qu'on aille dans la base de données, récupérer la ligne qui correspond à cet ID là, aller récupérer la valeur en temps, en heure qui se cache derrière, et ensuite il va falloir faire l'ajout ou pas du coup sur le datetime du jour pour le claquer dans date expirée. Vous m'avez suivi? Donc c'est parti, je le note. Hein. On va se noter un petit algo parce que là on arrive sur une partie un petit peu technique. On va devoir aller récupérer. On va aller récupérer le expiry type avec l'ID que j'ai récupéré en paramètre. Convertir la ligne. Voilà, convertir le selected expiry type, pas ID mais l'objet cette fois-ci. Convertir le selected en datetime, comment on va faire en nombre de, ouais c'est ça, en nombre de jours. En nombre de jours ou nombre d'heures, comment on fait? Est-ce qu'on fait un nombre de jours ou nombre d'heures? Parce que si je fais un nombre de jours et qu'il me demande de rajouter, on va le faire en nombre d'heures. Ouais non parce que on a dit qu'on arrêtait au niveau des jours, mois, année. On va le faire en nombre de jours. Convertir ça en nombre de jours. Additionner nombre de jours à la date actuelle. Sauvegarder dans date expired. Ok, on va voir ces 4 petites étapes, enfin 3, on va dire que je détaillé en 4 exprès, 4 étapes à devoir passer avant de pouvoir sauvegarder ça en base de données. Ou plutôt on a 3 étapes principales à gérer. Et vous allez voir, ça va pas être une mince affaire. Donc la première chose à faire, ça va être d'aller get ça. Ok. Attention, ici j'ai mis un int nullable. Donc il va falloir que je gère le cas où je n'envoie pas, je ne demande pas de valeur ici. Donc il va falloir que je prévoie une valeur par défaut. Je crois que vous voyez où je veux en venir. Il va falloir que je prévoie une valeur par défaut. Il va falloir aussi que je gère le cas où dans mon écran j'ai choisi l'élément 0, l'item 0 virtuel là, l'item que j'ai rajouté qui n'existe pas actuellement en base de données. Ok? Donc on y va, c'est parti. On va se mettre là, on va se mettre là, on va se mettre là, on va faire un int selected expiry type ID. Est-ce que je le ferai pas en une seule ligne plutôt? Ok, on va voir. Est égal à selected. Ok, bon, petite réflexion. Si je mets ça comme ça, hop, voilà.
Si je mets ça comme ça, j'ai plusieurs problèmes. La première chose, c'est que là, je peux très bien avoir nul ici. C'est un int nullable. Là, c'est un int. Donc là, vous le voyez pas parce que c'est sur l'autre écran, mais j'ai une erreur. Une erreur de mappage. Même pas, non, ça n'a rien à voir. Une autre erreur. Bon, c'est pas grave. En tout cas, là, ça ne compilera pas et j'aurai une erreur. Il va falloir aller checker deux choses. Il va falloir d'abord checker si... On va devoir aller checker deux choses. On va devoir aller checker si ce que j'ai envoyé en paramètre c'est nul. Si ça a une valeur, dans ce cas on la prend. Voilà. Sinon, on met 0 dedans. Ah oui, mais non, du coup là ça marchera pas. Parce que il sait que c'est une... Ça devrait fonctionner ça, pourtant pourquoi il compile pas? Ok, c'est juste qu'il faut mettre des parenthèses. Donc, récapitulons. Moi je voudrais aller checker, je voulais chercher dans la base de données l'item que j'ai choisi dans ma drop-down list. Sauf que dans la drop-down list, c'est possible que j'ai rien sélectionné. Si j'ai rien sélectionné, normalement je balance 0 ici. Mais dans le cas, il faut que je gère le cas où je peux avoir nul, puisque j'ai mis un int nullable. Donc, si jamais j'ai nul ici parce que mon client n'a pas la version à jour et il lui manque la combo box, dans ce cas il m'envoie nul. Si jamais c'est nul, je veux... Alors si j'ai une valeur dedans, je prends cette valeur. Donc ça va être 1, 2 ou 3. C'est important. 1, 2 ou 3. Dans ce cas-là, je mets 0. Ouais, c'est fait exprès, vous allez voir, vous allez comprendre. Dans ce cas-là, je mets 0 qui ne correspond à aucun item de la base de données. Ok. Si jamais j'ai 0 ici, dans ce cas-là, c'est pas nul, donc il prend la value, et la value, ce sera 0. Ok. Je pense que là, on s'est à peu près blindé. Donc on y va. Hop, .first or default. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si jamais... et du coup, on va définir un data. Donc là, j'ai fait la première étape, je les get. Je vais déplacer ça comme ça, vous le verrez. Là, je le get. Ensuite. Et ensuite, il y a un truc qui va être un petit peu bloquant. Il va falloir qu'on voit ça ensemble. Alors, convertir le selected en nombre de jours. Bon. Donc il va nous falloir un date time de travail parce que je pourrais pas le mettre en ligne de commande là. On va faire date expired value. On s'en fout, c'est juste un TMP quoi. Voilà. Donc lui, on va lui mettre hop ici ça. Ok. Si jamais, la valeur que j'ai récupérée là en base de données est nulle. Ouais, on va faire plutôt ça comme ça. Si ça c'est nul, si ce que j'ai récupéré en base de données est nul, est-ce que ça marche comme ça ou est-ce qu'il faut mettre égal new? Comme je sais pas, je vais mettre un et. Voilà, si jamais l'objet n'est pas trouvé, si jamais je n'ai pas dans la base de données d'item correspondant à ce que j'ai sélectionné dans ma combo box, typiquement la fameuse ligne numéro 0 là, bah dans ce cas là, ça doit rester absolument nul. Tac. Ah, pas nel, nul. Ok. Oh là là, la grosse dyslexie des doigts quoi. Else, j'arrive dans le cas du else si jamais j'ai trouvé dans la base de données l'item qui correspond à ce que j'ai choisi dans ma combo box. Et bah dans ce cas là, il va falloir faire la conversion en nombre de jours. Et là je vous dis tout de suite les dibos, on va avoir un problème. On va avoir un problème parce que dans la base de données, j'ai aucun moyen, je me rends compte maintenant, hein, dans la base de données, je n'ai aucun moyen de savoir le nombre de jours. J'ai aucun moyen de savoir le nombre de jours qui va être qu'il faut appliquer en offset, en plus ou moins. Pourquoi? Parce que ici le code c'est une chaîne de caractères, il y a le H dedans. Alors oui, je pourrais aller comme un gros bourrin faire un substring et retirer le caractère H pour obtenir le nombre de heures et ajouter le nombre d'heures au datetime. Je pense que c'est ce qu'on va faire.
C'est un peu de la bricole, mais ça marcherait. Ici, c'est une chaîne de caractères Brutas qui sert uniquement à l'affichage. Volontairement, je refuse d'aller, elle, la manipuler pour récupérer le 1, le 2 ou le 3 jours, ou le 24, le 48, 72 heures. Ici, le rang qu'on a dit qu'on était amené à le modifier dans le cas où on veut rajouter des valeurs entre, par exemple, je sais pas moi, un 96 heures ou un 36 heures ou un truc comme ça. Ok. Et enfin, l'ID, lui, on a dit qu'il était auto-incrémenté, il fallait pas le manipuler parce que si demain j'ai une ligne qui s'ajoute ici en 4, bah du coup, 4 ne correspond pas à 4 jours, quoi. Ça peut correspondre à que 12 heures, à une demi-journée. Ok. Donc moi, je pense qu'à ce stade-là, le plus clean, non, le moins crade, ce serait effectivement d'aller prendre le champ code ici, retirer le grand H, le convertir en int, et du coup, on obtient un nombre d'heures. Alors là, je me fais avoir en fait par moi-même. J'aurais dû y penser plus tôt. J'aurais dû rajouter une colonne ici qui serait NB jour ou NB heure, voilà, et qui contiendrait effectivement le bon nombre à aller ajouter directement en entier, en int, pour faire la somme directement. Mais j'y ai pas pensé, c'est ma faute. J'y ai pas pensé quand j'ai créé cette structure de base de données. Et là, au stade où on en est, j'ai vraiment la flemme d'aller rajouter encore une colonne pour un pauvre champ dont personne ne va se servir. Donc je propose qu'on aille plutôt get le code et qu'on le manipule pour aller en déduire un nombre d'heures à ajouter côté applicatif. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je sais que je suis dans le else ici parce que j'ai trouvé une ligne dans cette base de données. Ok, admettons celle-là par exemple. J'ai passé en paramètre ici, j'ai récupéré depuis ma combo box, j'ai récupéré 2, donc pardon, j'ai récupéré de ma combo box 2, donc ici je vais chercher la ligne numéro 2. D'accord. Ligne numéro 2, il y a le code qui s'appelle 48H pour 48 heures, attention, on fait dans l'imagination à la Dibri. On va aller enlever le grand H et convertir le résultat en entier et on obtiendra le nombre d'heures à ajouter au datetime. Ok les dibos, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord coucher le code et après on l'optimisera. String nb, on va l'appeler nbheure. Tout simplement, c'est égal à dbet.code. Ok. Ensuite, on va faire string nbheure propre. Vous allez comprendre. C'est égal à nbheure remove. Il sait que c'est une chaîne de caractères, il sait pas, ouais, ah, c'est dommage, je suis obligé de lui mettre la plage. Non, je sais, on va faire encore plus simple. Replace H par rien du tout. Ok. À ce stade-là, je vais le découper pour vous. Je vais faire un petit, voilà, en commentaire, on va faire le déroulement de l'algo. J'arrive ici, dans ma valeur, j'ai 2. Ok, dans ma drop down j'ai 2, ce qui fait que là la valeur que j'ai récupérée depuis la base de données c'est 48H. Là je remplace le grand H par rien du tout. Ah, je peux pas faire le caractère vide, littéral de caractère vide, bah oui, bah c'est ça. Ah d'accord, faut faire un micmac comme ça. Oh c'est nul ça. J'aurais bien voulu... Bon, peu importe. J'ai décidé de remplacer toutes les chaînes de caractères H par rien du tout. D'accord. Ce qui fait que maintenant, j'aboutis à ça. Toujours en chaîne de caractères. Hein. Et maintenant, je vais le convertir. BR propre. Alors, propre. Encore plus propre. On s'en fout. Je le renommerai après la variable. Ça va être égal à... tape convert.toInt32. Il me le proposait, je crois. Il me le propose plus, parfait. toInt32. Et tac. Voilà. Alors là, ici, vous remarquerez, j'ai pas fait de try-catch, j'ai pas fait de try-parse et tout, parce que je suis sûr, je maîtrise mes données qui sont dans la base de données, je sais que j'ai récupéré 48H, je sais que là j'arrive donc à 48, et je sais donc que la conversion en int32 va fonctionner. Et donc je sais que
Ça changera pas grand chose à l'affichage, mais je sais que mon int là, mon NBR int, il est égal à 48. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça pour qu'on comprenne bien que là, ça c'est un int, ça c'est une chaîne de caractères, ça c'est une chaîne de caractères, ça c'est un entier. Et du coup, bah, vous l'aurez compris, il me suffira à faire ça, c'est égal à datetime.ao datetime. Oh là là, je vais me les couper ces doigts. Hein. Datetime. Voilà. .now, .date, .add. Et donc on est en heure, add hours, ça existe ça? Ouais. That hours, ici nbr int. Ok. .date. Alors, qu'est-ce que je viens de faire ici? Je lui ai dit que je prends la date du jour. Alors là, je suis en train de tourner cette vidéo, je suis en train de vous streamer ça, on est le 25 mai, donc ça n'a de sens qu'aujourd'hui, mais voilà. Aujourd'hui on est 2022, et on va dire qu'il est 13h40. Voilà, les secondes je vous en fais grâce, d'accord? Et donc cette dernière ligne là, elle dit que dans la date machin, je mets dedans la date time du jour, point date, donc c'est-à-dire je prends ça seulement. Ok, j'enlève la partie heure, je prends que la date. À la date en question, donc il se place à minuit. Voilà. Ok. Dans cette date en question à minuit, j'y ajoute le nombre d'heures que j'ai déterminé là, c'est-à-dire 48. Donc plus 48 heures, ça nous refait à minuit le 29 mai. Ok. Et j'en prends que la date. Voilà. Donc ma date expired value sera bien égale au 29 mai 2022, sous-entendu à minuit. Ok. Et ben voilà, je pense qu'on a terminé. Il suffira ensuite de claquer cette valeur-là ici. Voilà, donc pas ça. Vous l'aurez compris. Hein. Et on a gagné. C'est bien datetime nullable. Alors je vais clear un petit peu maintenant que c'est tout ok, que c'est ok pour vous. Si c'est pas le cas, un petit chat, un petit commentaire, vous me dites et puis je reviens dessus. Sinon là je vais commencer à essayer de faire ça un peu plus simplement. On va faire ça, on va faire ça. Ça déjà ça peut aller là tranquillement. Voilà, code replace. Est-ce qu'on peut faire ça? Voilà, on met en int. Voilà, NBR, c'est ça, pouf, on prend la date, on le stocke là-dedans, et voilà. On est d'accord les 10 boss? Donc ça, on le stocke ici. Alors, on refait un petit récap rapide. Si j'arrive ici avec 0 ou nul, dans ce cas, cette requête-là ne retourne rien du tout, et dans ce cas-là, cet objet-là est nul. Donc, on arrive ici, et on met vide. En fait, ce qu'on va faire, les gars, c'est que je vais me sécuriser encore plus le truc, je vais inverser la clause if là. Je vais faire si ça c'est différent de nul. Dans ce cas là, j'exécute ça. C'est comme ça qu'il faut le faire normalement. Hein. Le cas égal nul, moi ça me plaît pas du tout parce que en fait un objet entity c'est jamais nul. Ça a toujours une valeur par défaut qui a des propriétés initialisées à leur valeur par défaut, mais c'est jamais nul. Donc du coup je vais plutôt le faire comme ça. Je récap, je récupère ici une valeur depuis ma combo box côté front. Ok, je vais get dans la base de données. Je vais get dans la base de données la valeur en conséquence, c'est ici. Ok, c'est là. Si c'est une valeur qui existe, j'ai quelque chose là-dedans. Si c'est une valeur qui n'existe pas, j'ai rien du tout là-dedans et cet objet est nul. Ok. Et bien qu'à cela ne tienne, si cet objet est différent de nul, je vais le convertir d'une manière ou d'une autre en nombre d'heures et faire l'addition pour en déterminer la future date d'expiration. Si l'objet est nul, dans ce cas-là, bah, je le laisse si l'objet est introuvable, dans ce cas-là, je ne mets pas de date d'expiration dans la colonne appropriée. Voilà, c'est réglé, c'est fini, c'est sauvegardé. Je pense que ça va fonctionner. Alors attention, si ça fonctionne, on va effectivement pouvoir ajouter à la notion de photo périssable, éphémère, à la photo que j'upload. Ça ne veut pas dire qu'elle va être supprimée automatiquement. Attention, il y a deux sujets différents et on terminera le deuxième au prochain stream, probablement lundi midi, on verra.
Ok? Alors, j'ai lancé une compilation, j'ai plein d'erreurs et c'est tout à fait normal. C'est parce que j'ai modifié ici ma couche service là, qui a une seule référence. Donc là, on sait qu'on est bon, c'est celle d'où on vient, on a modifié tout à l'heure. On lui a bien ajouté le paramètre. Par contre, je sais que cette classe que j'étais en train de modifier, elle est appelée à 6 endroits différents. Et j'en ai modifié un seul, donc je sais que j'ai 5 autres endroits où il va falloir que j'ajoute donc le fameux paramètre supplémentaire, c'est-à-dire celui-là. Ok? Et bah allez, c'est parti, on balaye. Hop, première occurrence, on est là. Ici, on est dans l'upload par API. L'upload par API, c'est l'upload. L'upload tout simple. Ok, comment on fait? Est-ce qu'on leur donne la possibilité de le faire ou pas? Pour le moment, non. On va dire que non. Donc, si on veut dire que non, ça veut dire que là, on balance nul. Et oui, je vous rappelle, le champ, il est nullable. Et si je mets nul, j'ai pas de date d'expiration. Donc, qu'à cela ne tienne, on y va. On va rajouter un int nul. Ok? Ok. Alors, voilà, merci. Ok, donc là, je suis en train de passer. Alors ça, là ici, on est sur une API. On n'est pas sur. Ok, là ici, ce que je suis en train de modifier le code là, c'est pas le code qui est exécuté lorsque je clique sur le bouton uploader une image, c'est quand je fais un upload via une API. Ok, Riost offre un système d'upload automatique, si vous voulez, qui peut être déclenché par un script ou par une application mobile ou ce genre de délire. Ça, pour le moment, donc c'est des API, il faut une clé API pour la déclencher ou passer par un testeur d'API comme Postman par exemple. Ça, on va pas le mettre à jour tout de suite. On va pas donner la possibilité tout de suite de le faire parce qu'il faut le documenter. Il faut que je prévienne mes utilisateurs que l'API a été mise à jour. D'accord? Donc pour le moment, on le fait que sur le côté front. C'est pour ça qu'ici, je ne prends pas en charge exprès le paramètre supplémentaire. Ok? Parce qu'il faudrait que mes utilisateurs soient capables, eux, dans leur doc, il faudrait que je mette à jour la doc du site pour pouvoir gérer un paramètre en plus. Ça sera fait dans un deuxième temps. On le fera ensemble, hein, mais ce sera plus tard dans les prochains jours. Ok? Alors vas-y, on continue, on dépile. Prochaine erreur. Ok, prochaine erreur. Là, oh là 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 là, je me suis trompé de scène, désolé. Prochaine erreur, on arrive ici, on refait un do upload, mais cette fois-ci, on est dans l'index du rehost controller. Ça, c'est quand on veut faire un rehost d'une image. Ça veut dire qu'on tape directement l'URL d'une image stockée quelque part, hein, sur Instagram par exemple, directement dans l'URL de rehost. Donc là, c'est pareil, pour le moment, je ne gère pas la gestion éphémère ou pas. Donc, hop, nul. Pour le moment, ça sera bien sûr géré par la suite. Et peut-être même forcé automatiquement à 24 heures. Je sais pas. On verra, ça j'en discuterai avec les utilisateurs, voir ce qu'ils préfèrent. Ok. Point suivant. Point suivant, on est dans l'index de l'upload controller. Ça c'est un autre point d'accès qui permet d'uploader une image depuis par exemple... alors c'est pas quand on est en API, c'est quand on veut uploader une image et obtenir l'URL en retour. C'est l'upload à la volée, ça s'appelle. C'est pas la même chose que le rehost, c'est une autre façon de le faire qui, je sais même plus si elle est encore utile d'ailleurs. Mais dans tous les cas, ça c'est pareil. Hop, c'est pas prévu pour le moment. Nul. Ok. Alors j'aurais pu m'affranchir de tout ça en mettant. Oui, c'est vrai que j'aurais pu vous le montrer ça. Dans mon upload helper ici, où j'ai créé mon nouveau paramètre, j'aurais pu ici mettre un paramètre optionnel. Ok. Je crois que la syntaxe c'est comme ça. Je crois bien, je suis plus sûr. Bon, peu importe. J'aurais pu mettre un paramètre. Ah oui, non, je sais, oui, si j'avais mis une valeur comme ça, voilà. Si j'avais préinstancié la valeur, voilà. Si j'avais fait ça, j'aurais mis un paramètre optionnel. Ça veut dire que j'autorise les gens à appeler cette méthode. Bah, c'est peut-être ce qu'on devrait faire d'ailleurs. Je vais autoriser les gens à appeler cette méthode sans me passer ce paramètre là. Donc mes 5 ou 6 appels qui pétaient de l'autre côté parce que j'avais pas mis à jour. J'aurais pu m'affranchir de leur mettre, rajouter le paramètre nul 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 à chaque fois. Mais j'aime pas trop les paramètres optionnels. C'est une technique que j'aime bien utiliser pour quand je développe une nouvelle fonctionnalité d'un truc tout neuf, un projet tout nouveau. Mais quand je rajoute une fonctionnalité, je préfère ne pas m'en servir parce que le fait de forcer ici une valeur à passer,
ça va forcément me mettre plein d'erreurs dans ma liste d'erreurs. Du coup, ça m'oblige à aller voir où est-ce que j'appelle le code que je suis en train de modifier. Et ça me donne un peu une idée de l'ampleur des régressions que je pourrais avoir si je me foire sur le codage de la fonctionnalité. Je ne sais pas si je suis clair. Si ici, au lieu de mettre un paramètre comme ça, je mettais un paramètre optionnel, ça veut dire que les... Oups, voilà, comme ça, on est d'accord. Ça veut dire que là, toutes les erreurs ont disparu. Il m'en reste une, mais c'est pas lié, c'est autre chose. Toutes les précédentes erreurs que vous aviez vues, elles ont disparu. Donc là, mon application va compiler et va runner, hein. Ça veut dire que l'appel qu'on a vu juste avant, là, si je retire ça, ça compile. Ça compile et ça passe. Parce que le paramètre que je passe pas ici, c'est un paramètre optionnel. Ça veut dire il existe ce paramètre, mais si je ne fournis pas de valeur, alors c'est la valeur par défaut qui sera utilisée. Ok ? Voilà, c'est ce qu'on appelle un paramètre optionnel. C'est super pratique pour rajouter des fonctionnalités un peu à la volée comme ça, mais moi je préfère quand même prendre le temps d'aller voir où ils sont appelés les uns après les autres et corriger les appels où il faut les corriger. Quitte à mettre nul dedans, hein, mais au moins j'ai conscience de l'aspect tentaculaire de mon code. Voilà, et là donc les erreurs sont revenues, on y va, on va les corriger. Redface Upload, ça c'est une API qui avait été écrite exprès pour le forum hardware.fr. À ma connaissance, elle n'est pas utilisée. Pas utilisée du tout. Dans tous les cas, de toute façon, ici, hop. Voilà, dans tous les cas, eux, ils savent très bien que c'est pas une photo éphémère qu'ils veulent mettre. Donc, ça reste, ça persiste. Et enfin, le dernier appel qui foire, c'est l'appel principal, hein, c'est le fondamental. Ah, c'est le else, d'accord. Tout à l'heure, on était dans le cas d'un. J'ai modifié ici, j'ai balancé le paramètre pour un. Ok, on est revenu sur l'upload manuel, hein, c'est là où j'ai mon point d'arrêt tout à l'heure. J'ai bien rajouté. Ici, j'ai rajouté le paramètre qui vient de la couche appli. Et je l'ai fait pour le cas d'un request file count supérieur à 1, c'est-à-dire un upload multiple, quand je upload plusieurs images d'un coup. Et ben il me suffit simplement maintenant de le faire pour un appel simple. Je suis dans le else, donc j'ai une seule image à uploader. Oups, et bien sûr j'ai pas mis ma virgule. Voilà, c'est branché, on est bon. Et il y a un dernier endroit où ça pétait, c'était quoi ici? C'était le clip. Ah oui, c'est l'upload par clipboard. Alors ça c'est quand on veut uploader depuis le presse-papier. On met une image dans le presse-papier et on met une image dans le presse-papier et on veut qu'elle soit uploadée automatiquement dans Rehost. Donc là c'est pareil, pour le moment il n'y a pas de limite de date pour ça. Ça viendra par la suite, mais pas dans le cadre. Je l'implémenterai par la suite. Je vais en discuter de ça avec les utilisateurs sur le forum hardware. Je vais leur demander ce qu'ils en pensent et je pense que je mettrai arbitrairement en fonction des cas. Typiquement un upload via le clipboard, à mon avis il faut que ça reste je sais pas, à 24 heures max. Bon voilà, un upload depuis l'application mobile de Forum Hardware, il faut que ça reste persistant. Un upload, un rehost d'une photo qui est déjà rehostée, il faut pas que ça reste plus de 3 jours quoi, sinon ça va me défoncer mon serveur. Bah voilà, vous avez compris les DBoss. Bon, et si on allait voir si ça marche ça. Je vous rappelle, là ce qu'on cherche à voir c'est qu'on a bien uploadé une image dans la base de données avec un champ à la date expired. Pour le moment, on va pas voir encore que ça efface l'image, hein. Eh oui, parce que là pour le moment on en est à tester d'abord de voir qu'on sauvegarde bien la valeur dans la base de données. Est-ce qu'on a mis des points d'arrêt partout? Je pense qu'on est à peu près clean. Là je le prends en paramètre là, ouais c'est dans la couche service, c'est le picture service qui m'intéresse, create picture. On est là, et voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est cette partie là. On va mettre un point d'arrêt là. Ok les DBoss, ouais j'ai pas mis le bon écran mais voilà, ce qui m'intéresse c'est d'aller voir jusque dans la couche service l'appel à cette fonction là qui a bien le nouveau paramètre et on va aller voir tout de suite si je le prends bien en compte et que j'enregistre bien une image. Alors c'est parti. Je me connecte pas à l'application, hein, je suis en mode anonyme, je vais chercher une image bidon, on s'en fout, voilà. Ok, je la charge en mode anonyme, j'arrive bien dans mon upload files, ici j'ai nul, c'est logique ou non? Est-ce que c'est logique ou non que j'ai nul ici? Votre avis les gars? À mon avis c'est pas logique que j'ai nul ici, je devrais avoir 0 puisque j'ai bien... Ah oui pardon. J'ai lancé l'upload et j'arrive... J'ai lancé l'upload et j'ai cliqué, j'ai mon point d'arrêt et j'ai nul ici. Vous paraissent-ce logique? Moi ça me paraît pas logique. Ça me paraît pas logique parce que ici j'ai bien coché image permanente.
Voilà, donc ici je devrais avoir 0 et pas nul. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Upload files, on est dans upload. Oups, upload, non, on n'est pas encore là, on n'est pas encore là, on n'est pas encore là. On est dans le host controller, on est dans upload files. Host slash upload files. Host slash upload files. Selected album. Selected expiry date égale. Eh ben il y a quelque chose qui déconne, on va réessayer tout de suite. On va couper ça. C'est pas grave, on va le forcer hein. On va mettre Toto. Ah non c'est un int nul. Et ben on va mettre 42. Je sais que j'ai 42. S'il me balance 42, c'est que s'il me balance 42 là quand je fais l'appel, c'est que l'appel est bon. Pourquoi j'ai... Ah mais oui. Oui, ok. Ok. Ne te fâche pas mon ami. Voilà, ne te fâche pas. Si jamais j'ai 42 maintenant côté serveur, c'est que ce qui déconne c'est ça. C'est la détection de la valeur. Et je pense que c'est ça qui pose problème. Il faut peut-être passer par un champ caché. On va voir comment c'est fait pour l'album après, si jamais c'est ça qui déconne. Ouais. Ok. Test numéro 2. Vous voyez les points d'arrêt là, bon, pas trop le choix. Allez, charge petit serveur. C'est long hein. 250 mégas. Ok, on est parti. Charger. Choisir le fichier, on reprend le tableau des scores, on arrive là et nul. Ok, nul. Ok, on a nul. Donc ça me rassure d'un côté, c'est que je passe peut-être même pas par là en fin de compte. And command égale ça. And selected expiry type ID. Est-ce que je me suis pas foiré sur ça? Ça marchait toujours pas, hein. J'avais pas 42, je vous ai pas mis l'affichage parce que j'ai oublié de changer de scène, mais c'était pas ça. Donc là, ça c'est pas bon. Ok, on revient sur le host controller. C'est le type nullable qui lui plaît pas alors? Bon, dans le doute, on va essayer. Hein. Je vais changer le nom de ça. Ah, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de paramètres là par rapport à. J'envoie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'envoie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bah si, c'est bon, on a bien le bon nombre de paramètres. Expiry type, il est là. Expiry type, il est là. Pourtant, j'ai bien cliqué sur upload. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi il y a un autre endroit où... S'il vous plaît, Missio. Ah, ou alors c'est parce que j'ai du cache. Ah, je me serais fait avoir par le cache navigateur du script. C'est fâcheux. Ouais, on va voir si c'est ça. Sinon, bah, c'est parti pour les alertes et les consoles log et etc. Ouais, je suis dubitatif, les divos. Voilà, lui brûler la gueule, voilà, CTRL F5 de partout. On va voir. Façon permanente, on s'en fiche, de toute façon j'ai forcé à 42. On arrive là. Et on a bien 42, ouais bon c'était bien ça, ok. Ok Dibos, donc le problème venait simplement que j'avais pas CTRL F5 côté navigateur et j'avais un problème de cache navigateur sur le script. Le script host.js.
il est ici et il était stocké dans la cache de mon navigateur web. Et donc du coup, la version qu'il avait dans le cache ne prenait simplement pas en compte ce paramètre là. Donc il pouvait pas passer la valeur à mon contrôleur. Et ça m'ennuie beaucoup parce que ça veut dire que quand je vais livrer en prod, eh ben, les utilisateurs eux, ils vont pas faire CTRL F5. Donc, on peut le voir facilement ça. Hein, d'ailleurs, je peux le reproduire assez facilement. Si maintenant je mets 43 ici et je fais pas CTRL F5 ou je mets 118 ou ce que vous voulez, et ben vous verrez que là, notamment voilà ça, et ben vous verrez que là c'est encore 42 que je vais récupérer côté serveur, alors que je l'ai bien bindé à ça. Ouais, c'est un peu dommage. Alors pour m'affranchir de ça, il y a un truc que je fais habituellement, c'est que je lui force ici au moment où je lis mon script à ma page HTML, quand je lui dis d'aller charger le script host.js, je rajoute un petit truc de truand, je modifie un tout petit peu le nom du fichier, de manière à ce que le navigateur le considère comme un nouveau fichier et aille le chercher, le forcer à le télécharger. Et donc pour faire ça, normalement je versionne mon script JavaScript, je lui dis d'aller chercher la version Toto. Bon. Et là en l'occurrence ça n'a pas marché. Donc, enfin, si, ça a très bien marché, sauf que c'était déjà la même version que je demandais la fois d'avant. Donc, il considère que c'est le même fichier, donc il ne le télécharge pas. Alors, il existe une façon un peu plus dynamique de le faire, c'est-à-dire à rendre dynamique ce 1 là que j'ai mis ici, en mettant du code et en générant un entier aléatoire et en le mettant ici. C'est peut-être ce qu'il va falloir faire pour que je sois sûr. La contrepartie, c'est que à chaque fois qu'un utilisateur va afficher cet écran là, il va forcément retélécharger le fichier script. Et le fichier script commence à être pas mal long et ça alourdit un peu la page. Bon, on va dire que là, je change le V. La version, je vais le mettre en version, voilà, on s'en fout. Ok, j'ai mis 3 requêtes de 9.1 avant, là maintenant à la place je mets ça. Donc les prochains debos qui passeront ici vont bien télécharger la dernière version du script. Et là, normalement, on devrait être bon. J'ai même pas besoin de faire CTRL F5. Il devrait bien passer le paramètre que j'ai sélectionné dans la drop-down. Voilà. On va checker ça. Allez, on va dire que c'est la bonne. Je viens de changer, donc j'ai pas mis 42. À la place, j'ai mis la vraie valeur récupérée de la combo box. Je fais volontairement pas CTRL F5. Ça me permettra de voir. Ok, ok, et ok, c'est bon les gars. On récupère bien la valeur de la combo box, c'est-à-dire 1. Ok, 1 c'est l'ID, hein, je vous rappelle. Hein. C'est pas le nombre d'heures, le nombre de jours, etc. C'est vraiment l'ID. Mais c'est bon signe, je le récupère là. Donc ça veut dire que si je le lâche et que j'arrive jusqu'à mon service, normalement ici je devrais avoir toujours mon 1. Ouais. Et normalement ici quand j'essaie de le convertir, là, il est différent de nul, c'est bon signe. Le nombre d'heures est égal à 24. La date d'expiration est égale au 28 mai. Alors les boss, on est bon ou on n'est pas bon? Allez, on essaie d'aller jusqu'au bout du traitement. On upload bien l'image. Elle est là. Ça c'est l'écran que vous avez une fois que l'image a été ajoutée. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller voir ça. Voilà, elle est là. Ok, elle a été ajoutée le 25 à 14h03, c'est-à-dire maintenant. Et boum, on a bien une date d'expiration, les gars. C'est bon les 10 boss. On a réussi. On a bien une date d'expiration qui s'est ajoutée dans la base de données pour cette image-là. Hein, c'est la seule. Donc, ce qui veut dire que si l'autre petit programme qu'on avait commencé à écrire hier allait parcourir ma base de données, tourner en tâche de fond hein, tous les jours à minuit, et ben ça veut dire que le 28 mai à minuit, cette image-là, elle matcherait et pouf, elle disparaîtrait. Ok les 10 boss. Alors, je vous propose qu'on arrête le stream là maintenant. On a été jusqu'au bout. Pour rappel, on va faire un petit récap. On a codé toute la partie front, ok. On a notre drop-down list côté utilisateur. L'utilisateur peut choisir s'il décide de mettre une image permanente. D'ailleurs, on n'a pas testé ça. Peut-être qu'on devrait prendre le temps quand même d'aller le faire. On va aller le faire tout de suite. On va recommencer. On va charger une nouvelle image. Voilà. On va en prendre une autre, hein, une image à la con.
une image d'un CPU, hein, parce qu'on aime bien les CPU, on est un peu geek. Voilà, voilà, on lance l'upload. J'ai bien mis image permanente cette fois. Tac, j'arrive dans mon côté serveur. Il a bien 0 dans le selected ID. Ok. J'arrive dans ma couche service. J'ai toujours mon 0 que je trimballe là. D'accord. Je fais F10, je fais F10. Il trouve pas le expiry type dans la base de données. Donc il met bien nul là-dedans. Donc il sauvegarde mon image. Je le sais parce que j'ai bien le rendu qui s'affiche ici. Et donc ma requête base de données, elle est là. J'ai ma nouvelle image qui est ici puisqu'elle a été rajoutée à 14h05. Et elle a bien nul dans ma date d'expiration. Alléluia. Alléluia. Parce que ça veut dire que l'avant-dernière image qu'on a ajoutée là, elle va bien être retirée et supprimée toute seule le 28. Par contre, celle qu'on vient juste d'ajouter, qu'on a demandé à être permanente, elle ne sera pas prise en compte par notre petite moulinette. Donc les Dibos, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, comme je disais. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on va mettre une petite pause avec Cam, voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a mis en place toute la logique côté client, côté application. Rehost est capable d'aller sauvegarder en base de données des images, ouais, sur le disque aussi, mais est capable d'aller uploader des images périssables, éphémères, ok. Elles sont flaguées comme étant telles. Donc la suite maintenant, c'est d'aller tester et vérifier qu'elle marche, et on va dire programmer, mais on va dire tester la moulinette de suppression automatique, et pour la faire fonctionner, la lancer à la main, et aller vérifier que toutes les images qui ont un date expired égale à la date du jour ou inférieure, ça c'est un truc qu'on n'a pas géré mais il faudra penser à le faire, les images inférieures à la date du jour, paf, elles doivent supprimer. Ok les Dibos ? Je pense qu'on est bon, voilà, je vous laisse 30 secondes, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, dans les commentaires, allez-y. Moi pendant ce temps, il me reste plus qu'à aller couper le debug de l'application. On va sauvegarder tout ça, on va pas encore livrer parce que c'est pas encore prêt. La fonctionnalité fonctionne, donc il n'y a pas trop de risque, il y aurait pas trop de risque à livrer ça, mais quand même, je voudrais quand même qu'on livre tout le package d'un coup avec l'application côté serveur qui tourne. Donc, et puis il faut surtout prévenir mes utilisateurs qui vont bientôt avoir une nouvelle drop-down, et on sera bon. Donc les Dibos, moi de mon côté, il va me rester à aller statuer de l'upload par API et par application mobile. Qu'est-ce que je fais pour eux? Est-ce que je les force à être tout le temps permanente ou tout le temps éphémère? Est-ce que pour l'API, je leur mettrai pas un paramètre en plus pour qu'ils puissent sélectionner un mode? Typiquement, il me passerait en paramètre un nombre d'heures. Ouais, ce serait pas mal, je pense. Je vais leur proposer ça, et puis on verra bien comment la modification est perçue. Voilà les Dibos, il me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir regardé jusque là. J'espère que ça vous a plu. On a quasiment terminé, on va statuer sur les dernières petites pétouilles qui restent. Mais bon, en tout cas, merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi. On va clôturer ça maintenant. Vous retrouverez ce live dès l'après-midi, dès cet après-midi sur YouTube si ça vous intéresse. Et puis en replay sur Twitch pendant quelques jours, 7 jours, une semaine, je sais plus, 2 semaines. Voilà mes petits Dibos, merci, portez-vous bien. N'oubliez pas de passer une super journée, allez manger, c'est important, c'est l'heure, je vais y aller. Pas de Big Mac, ça fait déjà 2, ça fait beaucoup. Et puis on se retrouve très prochainement pour un autre stream, ou peut-être du gaming, hein, ça serait bien ce soir un peu de gaming, on avait prévu ça depuis des jours mais on l'a pas fait. Ce soir le retour du survivant en mousse, je le dis, ce soir on fait du arc en live. Bisous les Dibos, ciao ciao.